pour dire que je suis assez confus de vous avoir levé si tôt et d'être en retard. Voilà, eh bien, allons-y. Bonjour à tous, donc Cathy Narcy, je suis l'adjointe à la chef de service des risques naturels et hydrauliques à la DGPR, donc au ministère de la Transition écologique. Bonjour, Augustin Fernandez, donc cofondateur de Infoflash, donc une start-up labellisée. Bonjour, Michel Coin, cofondateur de Infoflash. Adrien Lambert, cofondateur de Hydroclimat. Simon Faure, cofondateur de ministère et secrétaire de Ben Alali, cofondateur de HDRI. Guillaume Delay, cofondateur de Gox. Benoît Claire, chef de mission en charge du projet Startup Nudge au ministère de la Transition écologique et solidaire. Bonjour, Dave Delannoy, cofondateur de la startup Cedipec. Très bien, alors qui avons-nous en visioconférence? Alors, je vois Laure, je vois Thierry Courtine. En fait, c'est pas Laure. Non, c'est pas Laure. Justement, je mets mes lunettes et je dis c'est pas Laure. Le bel malentendu, donc je vais commencer. Je suis Aude Witten. Je me suis connectée sous les codes permanents de Laure Tourjanski qu'elle a partagé avec nous pour qu'on puisse organiser nous-mêmes ce genre de conférence. J'appartiens à son service, mais je fais partie de l'entité qui est décentralisée du SRNH et qui est basée à Toulouse, qui est le CHAPI, qui est la tête du réseau Vigicru. Très bien. Alors, j'aperçois Météo France, Paul Bourgois, c'est ça? Mais qui est pas, il n'y a pas la caméra. Mais... Oui, bonjour, je ne sais pas si vous me voyez, donc Paul Bourgeois du département des missions institutionnelles de Météo France. Très bien. Et également Mathieu Philippot de Météo France. Exactement, et Mathieu Philippot, l'adjoint, directeur de la stratégie de Météo France. Très bien. Il y a Sophie Voirin aussi, la directrice commerciale. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous me voyez. Bonjour, voilà, Sophie Voirin, donc directrice commerciale de Météo France. Enchantée. Entendu, merci beaucoup d'être là. J'aperçois Thierry Courtine qui peut nous dire un mot. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous, Thierry Courtine, CGDD, chef de service recherche innovation et qui accueille effectivement la Green Tech Innovation maintenant. Donc merci pour cette matinée. Alors, à qui n'ai-je pas encore passé la parole? Aerospace Valley. Aerospace Valley. Oui. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Bonjour, donc Aude Zedong, Aerospace Valley, je suis responsable opérationnel filière espace. Je viens de voir que ma collègue Alice Guibert vient de se connecter. Je ne sais pas si... Alice, tu te présentes? Oui, bonjour. Voilà. Bonjour. Alors, Alice Guibert, donc je travaille avec Aude au pôle Aerospace Valley, donc je suis chargée de mission espace et plus précisément sur les thématiques climat et environnement. Très bien. Et qui n'a pas encore pu se présenter? Allez-y, Monsieur Valado. Oui, bonjour, Guillaume Valado, je suis le président et cofondateur de la société Vortex.io basée à Toulouse. Donc je ne suis pas en présentiel aujourd'hui, veuillez m'en excuser. Très bien. Aucun problème. Écoutez, est-ce qu'on a fait le tour? On n'a oublié personne. Il y a peut-être des gens juste au téléphone? Oui, bonjour à tous. Oui. Hélène Costa du CGDD. Excusez-moi, je peux juste me connecter par téléphone. Très bien, merci beaucoup Hélène. Pas de problème. Bon, écoutez, c'est vraiment précieux de faire ce petit point. On va vite entrer dans le vif du sujet après que j'aurais donné un instant la parole à la DGPR, que je remercie beaucoup de sa présence à mes côtés et à vous tous. Bon, voilà, les risques naturels, c'est un phénomène constant, malheureusement croissant. En tout cas, quand on en parle avec les assureurs, ils nous disent bien que les chiffres vont ne cesser d'augmenter. La DGPR ne dit pas tout à fait le contraire, malheureusement. Et puis les services qui sont présents autour de la table également. Bon, malgré tout, il y a des moyens de prévention et d'anticipation, et vous êtes justement dans la Green Tech Innovation à la source justement de ces innovations qui vont nous permettre, en tout cas on l'espère, de mieux en mieux d'anticiper, de prévoir et donc de maîtriser ces risques. Donc ça valait vraiment le coup qu'on fasse ce petit focus thématique ce matin, duquel moi qui suis très ignorant, je retirerai beaucoup d'enseignements sur ce que vous faites,
parce que c'est pour ça qu'on organise ces petits déjeuners. C'est ce que j'ai demandé à Benoît Spickler, que je remercie beaucoup, mais ça permet aussi de faire du retour d'expérience sur ce que on a pu ensemble construire et vous apporter pour renforcer, améliorer notre dispositif Green Tech Innovation. Et puis ça peut aussi permettre de mettre en lumière pour la DGPR et pour nous vos innovations, parce que ça peut donner des idées d'illustration pour nos ministres quand ils sont un peu pris dans les contraintes du débat politique où on leur pose des problèmes, on leur dit mais il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Vous êtes des apporteurs de solutions et des lumières qui dans le temps peuvent dire mais on travaille aussi on a aussi des solutions qui émergent, il y a des initiatives, il y a des innovations. Et voilà, c'est aussi important de se dire qu'on n'est pas toujours face à des fatalités, qu'il y a des choses qui bougent. Voilà exactement l'état d'esprit dans lequel on fait ces échanges. Donc on va vous laisser présenter vos démarches, mais peut-être un petit mot de la DGPR. Rapidement, puisque effectivement l'intérêt c'est surtout de vous écouter. Remercier pour l'organisation de cette matinée, je ne sais pas, on ne peut pas dire petit déjeuner puisqu'on n'a pas le café croissant avec le Covid, mais on va garder quand même le terme petit déjeuner. Et puis donc effectivement pour le travail fait sur les innovations en général. Effectivement, comme ça a été dit, la prévention des risques malheureusement est un sujet d'avenir avec les risques qui sont croissants, alors avec le changement climatique, mais aussi l'augmentation des enjeux tout simplement. Et malheureusement, les secteurs les plus à risque sont souvent les secteurs les plus attractifs. Je pense notamment au secteur du littoral, par exemple. C'est pas le seul. Donc, et les actualités récentes, malheureusement, nous montrent bien l'importance d'aller sur ces sujets-là. Et je voulais aussi insister sur la diversité des territoires et des cas de vulnérabilité, puisqu'on a beaucoup d'aléas différents. On a à peu près tout ce qui peut se faire en France quand on compte l'outre-mer, qui sont les plus exposés. Mais aussi, même pour prendre que le cas de l'inondation, l'inondation prend énormément de formes différentes. Donc, on a pu voir sur les Alpes-Maritimes les inondations les plus dangereuses pour les vies humaines, mais on a aussi des crues lentes de fleuves avec, pour l'Île-de-France, des dégâts qui seraient en dizaines de milliards, donc, et avec des impacts économiques énormes. Donc, on a beaucoup de diversité de territoires. Diversité d'acteurs aussi, c'est-à-dire qu'on peut avoir des grosses communes, des petites communes touchées, des activités économiques, du logement. Le logement, ça peut être des résidences principales, des résidences secondaires. Donc il y a besoin d'avoir un panel de solutions diversifiées qui vont être adaptées plus ou moins à certains territoires. Donc je pense que c'est ça qui est aussi intéressant dans les solutions qui peuvent être trouvées, c'est de pouvoir apporter des solutions qui vont s'adapter ou pas. Après, ça va dépendre des produits, mais aux différents territoires. Et je voulais insister sur cette relation à avoir avec les acteurs locaux, que ce soit de l'État d'ailleurs, des préfectures et des services de l'État, mais surtout des collectivités, que ce soit le maire pour ce qui est gestion de crise, mais aussi les GEMAPiens par exemple, qui sont des acteurs qui montent en puissance et qui vont avoir besoin aussi d'outils, des outils d'État, mais aussi d'autres outils. Voilà, donc je voulais insister sur ce côté territorial qui est vraiment très fort sur cette politique et qui est le levier d'action. La lutte contre la prévention des risques se fait d'abord sur les territoires avec les acteurs de territoire. Voilà. Merci beaucoup. On va entrer dans le vif du sujet. Benoît, je crois que vous avez proposé que ça commence avec HDRN. Je vous cite souvent HDRN parce que je trouve que utiliser une technologie existante pour s'en servir dans une finalité complètement différente, je trouve ça extrêmement malin et vraiment une illustration de ce que peuvent permettre comme vision décalée une start-up. Voilà, mais j'aime tout le monde. Merci. Allez-y. C'est avec plaisir que je vous fais cette présentation ce matin. Oui, 5 minutes. Donc on est une start-up qui est maintenant avec 6 personnes, avec des travaux qui sont originaires de par contre, on s'entend très mal. Ouais, je pense qu'il faut qu'on passe au micro. C'est comme ça. Ça s'entend vraiment. Alors, est-ce que c'est mieux? Déjà, je vais essayer de parler même un petit peu plus fort. Oui, c'est bien. Et donc, du coup, oui, la technologie qui est à la base de l'entreprise a été développée dans le cadre de thèse à l'université Paris-Saclay.
Et maintenant, ça fait 2 ans et demi qu'on est sur le sujet avec donc une thématique qui est la mesure et la prévision de pluie. On a élargi un petit peu parce qu'on a rajouté des capteurs pour faire vraiment de la mesure météo. La prévision, on reste sur la prévision de pluie pour le moment et on fait ça à haute résolution. Donc, comme vous l'avez rappelé, en utilisant une techno, en utilisant des ondes qui ne sont pas prévues pour ça, en utilisant des ondes de télévision. Je veux bien. Moi, j'ai rappelé des chiffres, je pense que tout le monde connaît, mais j'ai vu qu'il y a eu un très beau travail en août qui a été publié sur le site du ministère avec tout un récapitulatif des chiffres sur les inondations, qu'elles soient crues-lentes ou crues éclairs. Et je pense qu'on peut directement aller. Et voilà, donc nous, ce qu'on a développé, c'est une solution expert de mesure. Donc le boîtier, on le voit en bas à droite. Il vient se connecter derrière des paraboles réception satellite télé. On déploie un réseau. Et du coup, en fait, à partir de ce réseau de capteurs à bas coût, on est capable, pour des zones et des activités économiques qui sont météo-sensibles, et principalement sur les sujets qui vont être ruissellement et inondations éclairs, d'être en capacité de donner la première brique, finalement, des briques complémentaires autour de la table, qui est la mesure de ce qui tombe du ciel. Voilà, donc on a développé ce capteur connecté, une photo de mise en situation qui est sur le toit de Météo France International à Toulouse. Et donc on déploie ce type de réseau. Donc on a une trentaine de capteurs autour de Toulouse. On a 154 capteurs qui vont être déployés à Abidjan dans le cadre d'un FASEP avec la DG Trésor et avec Météo France International. On a une trentaine de capteurs au Brésil aussi qui font des mesures pour le centre de gestion des risques naturels et des capteurs qui ont été déployés vers le sud-est de la France, donc dans la région d'Antibes, Cannes, Nice, pour des thématiques qui sont plus liées à l'assurance, puisque dans ce cadre, c'est Allianz qui nous achète la data. Donc comment est-ce qu'on fonctionne? On installe ce réseau, typiquement entre 20 et 30 sur une zone comme Toulouse, et ensuite on est capable d'aller générer de la data et de mettre en place des outils de visualisation, donc avec des cartes qui vont être avec une résolution de 500 mètres, une itération toutes les minutes, et une anticipation par prévision immédiate jusqu'à 2 heures en avance. Ce qu'on a fait, c'est que maintenant on a rajouté des briques de physique à l'intérieur du modèle pour essayer de prendre en compte des phénomènes qu'on ne voyait pas quand on faisait juste une observation qui était ensuite propagée avec le vent. Donc là, on essaye d'améliorer ce modèle. Et donc, toute l'idée est de dire, à chaque fois qu'on a des phénomènes atmosphériques qui passent sur le trajet entre le capteur et le satellite, ça provoque des perturbations et plus on récolte de la donnée, plus on est capable d'améliorer notre modèle, puisqu'ensuite on croise ça avec des données de référence de Météo France pour faire une validation du modèle. Voilà, et du coup l'étape 3, c'est vraiment d'aller commercialiser ces outils d'analyse statistique. Donc ce qu'on fait à Toulouse, c'est qu'il y a un accès à de la data pour la métropole. Et ce qu'on fait par exemple avec Météo France International, c'est qu'on va avoir à Abidjan suffisamment de capteurs pour lancer des alertes et générer une carte qui est équivalente à une carte radar météorologique, sauf que le coût d'investissement en infrastructure est bien inférieur à celui-là. Et ensuite, dernier point sur ce qu'on est en train de développer, c'est les bassins versants. Donc je pense que, est-ce que tu peux me remettre? Oui, tu es allé un peu loin. Voilà, donc je vais faire un petit zoom là-dessus. Donc non, c'est bon, super. Et donc du coup voilà, donc là c'est un truc qu'on fait avec Suez, et là c'est de la surveillance de bassins versants pour alimenter leur modèle hydrologique pour des bassins versants où il peut y avoir des crues rapides, et donc ils veulent avoir encore plus d'anticipation par rapport aux points de mesure qu'il y a sur les rivières, et pour éviter d'avoir des dégâts trop importants et puis des pollutions de distribution d'eau sur le secteur qui est très urbanisé, on met ces capteurs sur le flanc de la montagne, et on est capable déjà de leur donner une demi-heure supplémentaire d'anticipation pour prendre des actions. Voilà, vas-y, passe. Bon, j'en ai déjà parlé, donc là c'est ce dont j'avais parlé aussi. Peut-être un petit zoom sur ouais, un petit zoom sur la suivante direct. Voilà, un zoom sur Abidjan, où là donc il y a 140 capteurs, 154 au total, puisqu'il y a du stock pour remplacer les capteurs qui tomberaient en panne. Et là, pour trouver les emplacements, parce que c'était un challenge de trouver les emplacements, on a fonctionné avec la Sodexam, qui est l'équivalent Météo France en Côte d'Ivoire,
Et donc l'idée a été d'offrir la télévision, puisque finalement notre système il peut aussi servir à recevoir la télévision. Voilà, donc comme je l'ai dit, on est 6 actuellement dans l'équipe, on est dans une phase un peu de croissance, on fait quand même du chiffre d'affaires sur l'année 2020, même si elle a été un peu compliquée et un peu décalée. Et j'espère qu'on va pouvoir continuer. L'idée sera de déployer sans doute un réseau entier sur l'arc méditerranéen, qui est quand même l'arc méditerranéen pour le moment français, qui est une zone à enjeu sur laquelle on va concentrer nos efforts sur les mois et années qui viennent. Voilà, sachant qu'à l'international, on veut continuer à être porté par des gens qui ont l'habitude de faire de l'export, et c'est le mieux, en tout cas au début, je pense, de la vie d'une start-up. Quand on est 6 personnes comme ça, on peut avoir un tremplin vers l'international. Voilà. Mais merci beaucoup en tout cas. Merci à la Green Tech. Je vais changer le logo innovation, parce que ça nous a quand même apporté pas mal de choses depuis qu'on existe. Et plus spécifiquement, ce que vous mettriez en avant particulièrement dans ce qu'on vous apportez. Encore une fois, c'est pas pour faire jeter des fleurs. Non, non. Mais... c'est pour savoir sur quoi on doit appuyer plus une logique de développement. Il y avait des rencontres avec des services du coup de l'État en 2019 qui ont été utiles, parce qu'on a présenté l'innovation à des gens qui ensuite nous ont fléché vers un dispositif qui existait, et nous ont aussi permis d'avoir cette mise en relation avec Météo France International, qui est filiale de Météo France. Et ça nous a structuré sur 2020, parce que ça a été un premier gros contrat très structurant, sur lequel on n'était plus dans la logique de POC, on était vraiment dans une logique un peu plus industrielle, avec un contrat de partenariat. Et donc du coup, ça a fait première chose structurante pour HD Rain. Et ensuite, on a eu du coup, via toujours le bureau à la DG Trésor, une mise en relation avec Suez, qui était intéressé pour tester la solution, et qui nous a inclus dans un autre dossier qui était mené. Je dirais qu'il y a indirectement au moins deux des contrats qu'on réalise en 2020 qui sont grâce à des mises en relation, enfin, qui ont été initiées. Voilà, c'est ça, exactement. Oui. Merci beaucoup, bravo. Avec plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on avait prévu de voir après? Ogox. Oui. Pardonnez-moi. Oui. Bonjour. Sur le table, mais... Bon, à vous, spécialiste des crues. C'est ça. Donc Guillaume Delich, cofondateur d'Ogox. On a en fait développé une solution pour informer du niveau de danger des cours d'eau, avec un système temps réel et prévision. Donc ce constat, on l'avait fait, c'est les slides, encore une. On l'avait fait suite aux inondations en fait qui ont eu lieu en 2013 dans les Pyrénées, puisque je suis originaire du sud-ouest. Et on s'était rendu compte en fait que finalement les personnes avaient manqué d'informations sur avant, pendant et après sur ces périodes-là. Et surtout, ils se sont retrouvés à un moment donné sans réseau. Certains se sont retrouvés coupés du monde et ne pas savoir comment récupérer de l'information. Donc à partir en fait de ces constats, on a développé une solution. On peut avancer. On a développé une solution que l'on a mis face, qui fonctionne avec un réseau de capteurs sur le terrain. Une autre partie qui sont des données météo et un outil d'aide à la décision, et puis une dernière partie qui est cet objet connecté, qui est ce petit boîtier qu'on va placer chez les riverains, dans les entreprises, les EHPAD, les écoles. Il va donner en fait le niveau, celui qui va donner le niveau de danger immédiat et à venir. Alors ça fonctionne en fait avec les capteurs vont nous remonter des informations, on va faire une prévision, et si jamais on perd ces réseaux, c'est le réseau téléphone, le réseau internet et le réseau électrique, on continue à avoir de l'information. C'est l'objet connecté qui continue d'afficher ces informations. Donc de façon très simple, comme un feu tricolore, vert, orange, rouge, ce qui indique le niveau, les différents niveaux de seuil du cours d'eau.
Et à partir donc de ce système, ça va permettre aux gens, en tout cas, de se protéger et puis de surélever leurs meubles, de protéger les stocks pour les entreprises, protéger les biens d'une façon générale. Donc on a fait plusieurs réalisations, beaucoup dans le sud-ouest, on est beaucoup dans les Hautes-Pyrénées, l'Ariège, les Pyrénées-Orientales, un tout petit peu dans l'Aude, et maintenant on va sur la Lozère aussi, on commence à s'étendre un petit peu en dehors de notre sud-ouest. Et donc on a aujourd'hui, donc on fait du chiffre d'affaires depuis quelques temps. On est dans une phase de croissance relativement importante. On travaille aussi avec des entreprises sur ces mêmes sujets. Et donc aujourd'hui, en fait, on est dans une phase de levée de fonds. Et pour nous justement continuer à se développer en France, mais aussi sur certains pays d'Europe sur lesquels on a déjà des contacts pour avancer sur ces sujets-là. Voilà, on en travaille aussi, en fait, depuis 2018, on travaille aussi sur les feux de forêt. Donc on a un système qui permet de faire de l'alerte et aussi de la prévision sur les incendies. Voilà, j'ai fait court, hein, j'ai fait quelque chose. Merci beaucoup. Mais pardonnez-moi, je ne pense pas être le premier à vous poser cette question, mais si tout est coupé, comment est-ce que c'est quand même encore connecté votre Alors, métier? on a un système en fait qui nous est propre de communication avec un protocole qu'on a développé nous et qui va permettre justement de continuer à faire fonctionner les différents capteurs qui sont sur le terrain. On fait un réseau de capteurs en fait, hein, ils vont continuer à communiquer ensemble et communiquer aussi avec les objets connectés. Donc à l'intérieur en fait de ces capteurs, on a une intelligence artificielle qui elle apprend au fur et à mesure des épisodes de ce qui se passe et va permettre en fait d'afficher ces informations. Voilà. Impressionnant. Et alors, qu'est-ce qui vous est arrivé depuis que vous êtes labellisé Green Tech? Alors, qu'est-ce qui nous est arrivé? On a eu, un peu comme Ruben, hein, on a eu des contacts sur des mises en relation. L'accompagnement, nous surtout, puisqu'on est une équipe plutôt tech, donc technicien, alors, on n'a pas forcément la partie communication, business développeur, voilà. Donc ça, c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé. On a échangé aussi avec différents services de Météo France qui ont pu également nous donner des informations sur des briques qu'on avait besoin et qui nous permettent après derrière de les joindre donc à notre solution pour améliorer encore un peu plus le système. Et je vois que vous avez mentionné que c'était notamment vos capteurs, ils sont sur des cours d'eau qui sont pas ou plus surveillés. Oui, c'est ça. On est. J'avais posé. Quel type de cours d'eau, effectivement? Alors c'est plutôt les petits cours d'eau. Nous, on est complémentaire finalement du réseau Vigicru. Hein. On vient pas sur des endroits où il y a Vigicru. Nous, on est beaucoup plus en amont très souvent. Et c'est ces cours d'eau-là qu'on va surveiller. On va aller, par exemple, pour avoir une idée, si vous connaissez un petit peu au-dessus de Lourdes, il y a le cercle de Gavarnie, par exemple. Voilà, donc on va surveiller aussi ces têtes de bassin. Ouais, donc ça permet aussi d'avoir une logique d'anticipation. Oui, tout à fait. Vous gagnez un peu de temps sur la réaction. Exactement. Pardon? C'est des cours d'eau à réaction rapide? Oui. On peut être sur des cours d'eau à réaction rapide. On travaille aussi sur certains bassins en Île-de-France, où là, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, c'est un phénomène un petit peu différent, mais on adapte en tout cas les outils en fonction de ces bassins versants. Et le passage de l'eau au feu, ça change beaucoup de choses? Alors oui, ça change beaucoup de choses, puisque déjà la prise de... Plutôt, qu'est-ce qui vous fait passer de l'eau au feu? Voilà. Quelle est la logique? Parce que vous pourriez le dire, même si vous êtes déjà en croissance, on va se concentrer sur ce cœur de métier. Où est-ce que vous allez aussi sur le feu? En fait, pour les inondations, on a développé des solutions à partir de aussi, en plus de tous les capteurs, on a des solutions
à base d'images, donc on sait lire la hauteur d'eau et la vitesse de l'eau à partir de l'image. Et en partant de ce travail en fait qu'on a fait sur l'image, on l'a amené sur les feux de forêt, d'abord dans une question d'alerte, hein, puisqu'on va détecter, avec l'imagerie, on va détecter l'alerte. Et ensuite, on est allé un petit peu plus loin, on a poussé un petit peu plus pour travailler sur la question de la prévision. Et là, effectivement, ça change beaucoup de la partie hydro. Et pour les innovations vers Nice, vos solutions ont été utilisées, elles auraient apporté quoi? Alors, on n'est pas sur Nice, mais ce que ça aurait pu amener, en fait, c'était justement cette anticipation et surtout, en fait, au départ d'un événement, il y a très souvent l'arrêt de l'électricité, puis de la partie téléphonie et Internet, hein, puisque tous ces infrastructures sont sur onduleurs, mais ça tient quelques minutes, quelques heures au mieux. Et donc, on aurait, nous, continué à donner cette information, on aurait pu continuer à donner ces niveaux d'information et limiter l'impact. On n'aurait pas évité l'impact, mais on l'aurait limité de manière à ce que les gens puissent se protéger et protéger leurs biens. On a eu un cas en 2018 avec, on n'était pas, les inondations qui ont eu lieu autour de Vigayenc, alors on n'était pas à ce niveau-là, mais on était plus sur le front de mer. Nos systèmes sont déclenchés, ça a permis de protéger 800 personnes, d'évacuer toutes les voitures, de protéger ces personnes, même si à ces endroits-là, ce n'était pas un événement majeur, ça a permis quand même de limiter les dégâts. J'ai une question sur la question d'entretien des capteurs, parce que dans le challenge, quand on travaille sur ces sujets-là, c'est que le capteur ne soit pas embarqué les jours où il y a une crue. Ouais. On peut leur faire du sac parfois. Du coup, quel travail vous avez sur ces questions d'entretien, de maintenance? Alors, on les supervise à distance, donc déjà on règle 80% des problèmes. Ensuite, on les double, ils fonctionnent toujours par deux. Et puis on a aussi, on met ce système de caméra qui est notre, qui est un secours, hein, au cas où on a un problème de capteur, on ne peut pas y aller de suite. On a quand même toujours la lecture de la hauteur d'eau et de la vitesse de surface possible avec les caméras. Donc en général, les caméras sont à des endroits un peu plus protégés qu'un pont ou une structure qui est au bord de l'eau. Ok, merci beaucoup. Dans le même esprit, il y a à peu près les mêmes finalités. On a Vortex qui est en visio, si je ne me trompe pas. Oui, bonjour à tous. Alors, du coup, je ne sais pas, peut-être que je vais faire confiance à Simon pour être mon prompteur à distance et lancer peut-être donc là, normalement, ce sont des vidéos, sinon, donc je ne sais pas trop si vous avez converti la présentation en PDF, mais bon, normalement, c'est plutôt une vidéo, là. C'est une vidéo assez stable. Hein. Oui, c'est ça. Ça ressemble pas mal à une photo. Hein. Voilà, en fait, si c'est possible, Simon, juste pouvez-vous projeter plutôt le PowerPoint? Simon, c'est Benoît? Oui, Juste pour être sûr. Vous me demandez pourquoi ça faisait 200 mégaoctets. Voilà, c'est cette première slide, la réponse du 200 mégaoctets de la présentation. Alors, d'accord, voilà, c'est bon là? Pour l'instant, attention, il attend ça. On voit juste à l'écran. Ouais. Simon, laisse-moi la main. Vas-y. D'accord, je vais enlever le partage d'écran et je vais laisser la main à Simon. Un peu de latence aussi. Je t'invite à présenter un petit peu Vortex et puis après on aura l'écran qui va arriver. Oui, pas de problème. Dès qu'il arrive. Merci beaucoup. Donc merci à Guillaume aussi d'avoir bien introduit le sujet du risque inondation.
Donc, nous, Vortex, on est une start-up plus récente que Hogox et que Averain. On existe depuis 2019. On est 2 cofondateurs qui venons du domaine du spatial. On a travaillé pour une filiale de l'Agence spatiale française, le CNES, pendant 15 ans. On travaillait notamment sur les problématiques de changement climatique et sur l'étude plus particulière du niveau de l'océan, la mesure du niveau de l'océan avec des données d'altimétrie satellitaire. Et il y a 2 ans, on a eu envie de transférer notre savoir-faire sur le domaine de l'hydrologie continentale et plus particulièrement sur les thématiques de gouvernance de l'eau et de risque inondation sécheresse. Et donc voilà, on a lancé l'activité Vortex qui est à la base un transfert de technologie de notre savoir-faire en océanographie vers de l'hydrologie continentale. Donc là, je pense qu'on va bientôt voir le PowerPoint. Donc cette première slide du PowerPoint, elle est assez intéressante parce que j'ai repris un peu des films, des événements un peu majeurs de crues que l'on peut voir ces dernières années sur la Seine, dans le Jura, et aussi plus récemment dans le Gard et dans les Alpes-Maritimes. Et l'introduction donc de mon pitch, elle est de ce type-là, elle est de se dire que les nouveaux événements de ce type-là sont des événements majeurs. Alors peut-être juste Simon, si vous pouvez, ou Benoît, si vous pouvez revenir à la slide d'avant, parce que finalement les 200 mégas, elles étaient plutôt là pour ça. C'est juste pour vous montrer que non, ça va pas être possible, j'ai l'impression. C'est la première en fait que j'ai. Non, il y en a une avant, mais... Voilà, c'est celle-là. Ce sont celles-là les premières. Alors normalement, elles démarrent automatiquement, mais j'ai l'impression que le PC est un peu lent. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer un peu ces événements majeurs. Les images parlent d'elles-mêmes et surtout, ce qui est important, c'est que ces événements sont terribles par leurs conséquences, notamment sur les biens matériels, mais également sur les personnes. Et donc, slide suivante, puisque ça sert à rien qu'on aille plus loin sur le reste de ces images. Chez Vortex, en fait, on vient se positionner en amont de ces aspects de protection et de sécurité des personnes, plutôt sur des aspects de prévention des populations, sécurisation des biens. Donc là, voilà, vous avez une image un peu caractéristique. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'il se serait passé s'ils avaient été prévenus? Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, le sujet a très bien été introduit au début de cette réunion. Aujourd'hui, en France, on a plus de 8000 communes sans système de surveillance en temps réel. On sait qu'on a 17 millions de personnes qui sont menacées par le risque inondation. Et ces 8000 communes sans surveillance de temps réel, ça représente environ 100 000 km de linéaires qui ne sont pas monitorisés. Alors, slide suivante. Je présente un peu quand même ce système qui est en place et qui marche extrêmement bien depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, qui est le système Vigicru, qui a quand même permis ces dernières années de mettre en place un système de surveillance temps réel et de vigilance crue sur plus de 3000 cours d'eau réglementaires. Malheureusement, aujourd'hui en France, il reste encore environ 13 000 cours d'eau contributeurs au risque d'inondation qui ne sont pas surveillés. La plupart de ces cours d'eau, ce sont les petits contributeurs qui sont la plupart du temps proches d'être à sec, notamment en raison de ces changements climatiques, mais qui, lors d'événements un peu extrêmes, sont des réels contributeurs au risque d'inondation. Slide suivante. Donc nous, chez Vortex, en fait, on propose quelque chose d'un petit peu différent de ce que l'on peut voir aujourd'hui sur les... j'ai envie de dire, sur les fournisseurs de solutions via des capteurs. Nous, notre idée aujourd'hui, c'est de déployer une constellation de mesures temps réel en hydrologie. Alors, j'utilise ce terme de constellation d'une part parce qu'on vient du spatial, mais également parce que c'est important de savoir que dans la notion de constellation, il y a cette notion d'interaction, d'intelligibilité entre les étoiles, et on veut faire exactement la même chose à l'échelle de la France pour commencer et à une échelle plus grande ensuite, c'est de créer un maillage de points de mesure en hydrologie qui vont être capables de communiquer les uns avec les autres et de venir vraiment densifier le système de mesure actuel, le système Vigicru et autres bases de données françaises. Donc nous, notre proposition, c'est de fournir un service clé en main
de collecte et de fourniture de données via un abonnement, qui est un abonnement sans engagement, à travers une densification donc, de ce système de mesure. Et le service clé en main, c'est un service en fait qui va s'affranchir de tous les coûts amont, qui sont souvent des coûts exorbitants, liés notamment à l'étude de l'endroit où on va installer un capteur, de l'installation à proprement parler du capteur, mais aussi de la maintenance liée à ces capteurs. Et nous, en fait, dans le service Vortex, les clients aujourd'hui commandent uniquement des points de mesure. Donc, vous le verrez sur notre LinkedIn ou sur notre chaîne YouTube, l'installation de nos capteurs que je vais présenter juste après, c'est une installation extrêmement rapide. Ce sont des capteurs vraiment plug and play. Ils s'installent en moins de 30 minutes, montre en main. L'ensemble des traitements se font en temps réel. Donc, nous, on fournit vraiment des mesures. On ne fait pas d'indicateur de crue à proprement parler. On fournit vraiment de la série temporelle de mesures, de hauteur d'eau, de vitesse de surface et donc potentiellement de débit, de température de surface et à terme de qualité. Et bien entendu, le système Vortex, aujourd'hui, il est capable de fournir des informations de prévention et d'information en cas de risque. Donc, merci d'avoir changé la slide en amont. Non, revenez en arrière, s'il vous plaît. Donc, voilà. Donc, en fait, nous, on se positionne vraiment sur ces slides suivantes, sur ces 13 000 cours d'eau qui sont des contributeurs à l'innovation, mais qui ne sont pas surveillés. Et on a vraiment cette ambition de venir accompagner. J'insiste un peu sur ce terme parce qu'il est hors de question pour Vortex de travailler dans son coin. On veut vraiment créer une émulation. Elle existe déjà et je l'ai vu notamment hier grâce à cette journée de prévention des inondations. Elle existe déjà. On veut vraiment être un contributeur fort pour pouvoir venir accompagner, créer l'émulation et densifier ce système de mesures. Aujourd'hui, on prend le pari assez ambitieux de doubler le nombre de mesures en hydrologie d'ici les 3 prochaines années. Et donc, on va faire ça grâce à la technologie que l'on a développée, slide suivante, qui est la microstation Vortex. Donc, la microstation Vortex, en fait, c'est un objet donc, qui est hérité du spatial. C'est ce que je vous disais en introduction. On a transféré notre savoir-faire du spatial. Donc, avec les satellites, on est capable de mesurer des hauteurs d'eau avec des instruments qui s'appellent des altimètres et qui pèsent environ 500 kg. Et nous, on a miniaturisé cette solution technique sur des instruments qui font à peu près 500 grammes et qui s'installent soit par une petite vis, soit par des systèmes extrêmement simples à mettre en œuvre, sous tout type de structure en regard d'un cours d'eau. Donc l'intérêt de notre solution, c'est une solution de télédétection, donc aucun capteur dans l'eau, donc aucune perturbation de la biodiversité, des capteurs complètement silencieux, compacts et non invasifs, et qui ont aujourd'hui un système de transmission par GSM, qui va être doublé dans le futur d'un système de transmission par IoT spatial grâce à une collaboration avec une société du New Space que vous connaissez sûrement qui s'appelle Kineis et avec laquelle on a commencé à travailler cette année grâce à notamment des subventions de la Direct Occitanie. Donc nous, dans notre avancée, on est énormément accompagné par le pôle Aerospace Valley aussi sur Toulouse et on est incubé par l'incubateur Pyrénées-Nubo. On a une solution technique qui ne nécessite pas de coût d'installation puisqu'elle s'installe très facilement et pas de coût de maintenance puisque nos capteurs, ce sont des capteurs donc là aussi hérités du spatial que l'on maîtrise parfaitement et qui ne dérivent pas dans le temps. Donc on se positionne pour venir anticiper les occurrences de crues sur les 13 000 cours d'eau contributants dont on a parlé avant, prévenir les organismes en charge en cas de risque d'inondation. On ne fait pas de l'alerte directement parce qu'on n'a pas de mandat et on ne veut pas le prendre. Et on est aussi capable d'analyser l'après-crue et faire un retour sur expérience grâce à aussi une de nos solutions annexes, qui est la solution d'altimétrie légère embarquée sur drone et qui est capable, en plus de la microstation, de fournir une corrélation, on pourrait dire, entre des hauteurs d'eau et des images de surface inondée. Donc, pour créer de la base de données historiques, c'est extrêmement important d'avoir ce type d'information. Slide suivante. Donc, l'équipe, en fait, c'est moi-même, Guillaume Valado, je suis ingénieur en océanographie, et mon cofondateur Jean-Christophe Poisson, ingénieur systèmes spatiaux. C'est, on pourrait dire plutôt lui, le père fondateur de nos objets. On a travaillé donc pendant 15 ans tous les deux à CLS sur des projets européens, internationaux, notamment avec les agences spatiales. Et aujourd'hui, on travaille main dans la main avec le CNES et avec Predict pour commencer à envisager la mise en place de ces systèmes de mesure à destination des populations, bien entendu, en dissociant le besoin de la contractualisation.
Et aujourd'hui, on essaye de déployer cette année, d'ici la fin d'année, une centaine de microstations Vortex, donc une centaine de points de mesure à l'échelle de la région Occitanie, pour d'ores et déjà faire une démonstration de notre service temps réel de surveillance des cours d'eau. Voilà, slide suivante. Donc je crois que c'est la fin de ma présentation. Donc je vous remercie. Je voudrais simplement que moi je suis hyper sensible aux autres présentations que j'ai pu voir et j'espère pour les autres ce sera un peu la même chose. Par rapport à ce que je entends, je pense qu'on a une belle émulation aussi à créer avec des entreprises comme Ogox, il y a un peu plus en aval de la solution Vortex, ou comme HD Rain qui pourrait venir vraiment en dualité de notre solution pour faire des mesures temps réel de pluviométrie et de différents paramètres hydrologiques de l'eau à destination des populations pour prévenir le risque en temps réel, mais aussi pour faire de la prévision plus fine et de la modélisation à moyen terme. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Peut-être juste un mot sur votre labellisation. Est-ce que ça a changé quelque chose? Vous aviez déjà des partenariats, je comprends, avec l'institutionnel, notamment avec le secteur public à travers le CNES. Oui. Alors, bon, la labellisation, bien entendu que ça change beaucoup de choses, et notamment auprès des mairies, des syndicats de bassin avec lesquels on commence à travailler. On commence aussi à valider la solution Vortex au regard des autres types de solutions qui existent aujourd'hui pour pouvoir justement travailler main dans la main avec les services de prévision de pluie, avec les DREAL, avec le CHAPI, pour créer vraiment, là aussi encore une fois, ces interactions qui sont à mon sens très fortes. Et donc je compte beaucoup sur la labellisation pour pouvoir être accompagné et avoir un rayonnement un peu plus large. Et on a aussi la chance d'avoir été primé par le prix Galaxy la semaine dernière. Et là aussi, pour nous, c'est important parce que ça montre vraiment, ça donne une vraie composante technique forte à la solution microstation que l'on a mis au point et qui aujourd'hui peut vraiment venir, j'ai envie de dire, permettre de densifier ce réseau de mesures à l'échelle du territoire français. Et concrètement, vos microstations, parce que ça dépend vraiment de l'endroit où vous les installez, vous avez besoin de l'autorisation de qui? On a besoin essentiellement de l'autorisation des personnes à qui appartiennent les ouvrages hydrauliques. Donc là aussi, on travaille de manière efficace donc avec des entités en amont, un peu comme Predict, qui nous proposent les endroits vraiment qui sont à risque et où on a besoin de mettre des systèmes de mesure. Et ensuite, Predict, via leur relation avec les mairies ou avec les syndicats, est une porte d'entrée pour Vortex pour venir avoir les autorisations très rapidement. Il faut savoir que nous, à partir du moment où on a une expression de besoin sur un point de mesure à mettre en place, le système est en place dans les 72 heures qui suivent. Et cette expression de besoin, elle se fait par un portail que l'on a mis en place qui s'appelle marivieresencrue.fr, sur lequel tout citoyen ou tout acteur de l'eau en France peut venir demander l'installation d'un point de mesure. Et donc, on fait ça vraiment en amont, là aussi, des contractualisations de nos clients, parce qu'on sait que la prévention des inondations et notamment les risques naturels, ce sont des risques qui peuvent arriver du jour au lendemain. Et donc, nous, on veut vraiment être très réactifs et installer ces systèmes de mesure dès qu'on a l'ensemble des autorités. Merci, c'est très clair. Voilà une bonne nouvelle. J'espère qu'il y en aura d'autres, parce que je crois que toutes les données ont de la valeur et qu'il faut croiser les modèles. On est quand même dans des sujets d'une grande complexité. Enfin, vous le savez beaucoup mieux que moi. Et donc, on a fait un peu le même exercice avec les questions d'observation de la qualité de l'air il y a quelques semaines, il y a 3 semaines. Et là aussi, on a un croisement de regards, de modèles, d'approches qui, je leur disais, vu de loin, peut paraître regarder tous la même chose et être redondant. Et en fait, quand on entre un peu dans le détail, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de complémentarité et qu'il y a une grande richesse en fait par des approches différentes, et que pour maîtriser ces phénomènes extrêmement complexes, il faut plusieurs regards, plusieurs approches pour à la fin essayer d'améliorer la prévision et l'anticipation des conséquences. D'ailleurs, je crois que c'est un petit peu le programme
de notre intervenant suivant, c'est Dipek. Tout à fait. Hein, là, vous êtes encore un peu après, quand on a l'alerte, et qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, alors lorsqu'on a l'alerte, donc moi bonjour à tous, j'ai cofondé la startup Cdipec en mars 2018. Donc on a développé des portes et des volets anti-inondation 100% recyclables qu'on va connecter au système d'alerte local, de manière à proposer aux citoyens, aux particuliers à petite échelle de pouvoir partir en vacances et verrouiller à distance leurs biens, ou à plus grande échelle de pouvoir, entre guillemets, responsabiliser un maire ou un élu local et lui permettre à distance de verrouiller une EHPAD ou des établissements publics en cas d'alerte. Alors comment ça s'est passé? Nous, en 2017, on s'est rendu compte que lorsque vous êtes une entité présente en zone inondable, délimitée par les zones de PPRI et de PAPI, donc les différents plans de cartographie et d'obligation de travaux, vous avez certains types de travaux à effectuer pour réduire la vulnérabilité de votre bien. Pour pas que le système soit injuste, des subventions, notamment délivrées par le fonds Barnier, viennent rembourser ces travaux-là, donc à hauteur en l'occurrence de 80%, et ça peut monter jusqu'à 100% en fonction des communes. Pour venir rembourser ces travaux. Donc nous, voilà, on s'est penché sur le sujet, on a regardé les solutions qui étaient aujourd'hui existantes sur le marché, qui étaient éligibles à cette obligation de travaux et également éligibles aux subventions, pour se rendre compte finalement que la plupart des solutions étaient des sacs de sable, des bâtards d'eau. Donc pour rappel, le bâtard d'eau, c'est vraiment une planche adaptable de 1 mètre de hauteur que vous venez positionner devant votre porte d'entrée, devant votre fenêtre pour ralentir la pénétration de l'eau dans l'habitat. Donc nous nous sommes dit que c'était étrange aujourd'hui que dans tous les secteurs d'activité, que ce soit l'aéronautique, le nautique ou encore l'automobile, tous les ouvrants sont étanches. Pourquoi il n'y avait pas de porte étanche dans l'habitat? Donc on a choisi de développer un concept de porte étanche. On est les premiers à l'avoir fait, une porte qui est 100% étanche. Et pour ce faire, nous avons utilisé un matériau qui aujourd'hui n'est pas vu dans le milieu du bâtiment. Il s'agit de la fibre de verre. Donc la fibre de verre, qui est un matériau qui est revalorisable à l'infini, également qui peut être 100% d'origine recyclée, et le matériau qui est aujourd'hui utilisé pour la construction des coques de bateaux militaires. Il se trouve qu'en termes de propriétés mécaniques, c'est un matériau qui est plus résistant que de l'aluminium, plus flexible que de l'aluminium ou de l'acier, et qui est plus isolant. Donc voilà, une solution qui serait à promouvoir pour tout ce qui est construction d'infrastructures et futures infrastructures durables sur le milieu du bâtiment. L'utilisation de ce matériau nous a permis donc de développer et de breveter, d'être la première société à breveter un concept de porte 100% hermétique et 100% recyclable, imputrescible, qui permettent de résister à 2 tonnes de pression par mètre carré. Donc c'est l'équivalent, pour vous dire, d'un tronc d'arbre de 800 kg à 5 km/h, de manière à ce que lors d'une inondation, ils viennent rebondir sur la structure plutôt que de la fracturer. L'idée étant qu'on a choisi comme domaine d'application le domaine de l'inondation sur lequel vous avez l'obligation de travaux et ces subventions qui viennent rembourser le produit. Cela étant, nos portes sont également 100% hermétiques à l'air et permettent donc des économies d'énergie, ce qui fait que nous, on a la possibilité demain de pouvoir développer ce produit-là dans tout ce qui est zone Céveso, donc les zones industrielles et chimiques, ou encore pour protéger des salles de serveurs informatiques qui consomment énormément d'énergie, car on permet justement de conserver la chaleur dans la structure. L'idée étant que nous, ces portes-là, on a pour idée justement, en collaboration avec les différents collaborateurs ici présents, de les connecter au système d'alerte local. Donc en utilisant effectivement les systèmes d'alerte Vigicru mis en place par le Chapier Météo France, ainsi que les innovations donc, que développent Ogox et Vortex en l'occurrence, pour permettre justement donc, de verrouiller à distance les biens. Donc je me suis permis, je vais vous faire un point rapide sur notre état d'avancement. Oui. Donc nous aujourd'hui, voilà, on a lancé notre amorçage commercial en période de déconfinement et de vacances, donc c'était assez sportif. Malgré tout, on a réussi à faire un peu plus de 100 000 € de chiffre d'affaires sur ces 3 derniers mois. Et avec les inondations récentes, en fait, on a un minimum de 5 à 10 demandes entrantes par jour, 100% de demandes entrantes de foyers ou de municipalités ou de professionnels qui viennent à nous demander de venir protéger leurs biens. Donc on prépare actuellement une levée de fonds justement pour pouvoir développer ce module connecté et faire en sorte de pouvoir verrouiller à distance nos biens. Pour aller un petit peu plus loin dans la présentation, moi je vais pas aller plus loin que ça sur la présentation de la société. Je me suis permis de faire remonter quelques problématiques que nous on rencontre sur le terrain directement avec les particuliers et les professionnels, qui sont des sujets qui, à mon avis, devraient peut-être être étudiés. Je serais ravi de le faire avec le ministère pour qu'on puisse en fait fluidifier énormément le secteur. La première chose est que l'inondation par effet de ruissellement n'est pas assez distinguée de l'inondation par débordement ou submersion. Alors il se trouve que nous aujourd'hui, on a un problème qui est que la France a un littoral assez particulier, il y a beaucoup de montagnes, de collines, on a énormément de massifs montagneux, et on a à peu près 25% de notre clientèle en zone inondable qui est affectée par des effets de ruissellement.
à savoir, voilà, donc aujourd'hui, toute la documentation des inondations part du principe que l'inondation ne se fait pas que par submersion, donc par montée lente des eaux, et les subventions viennent rembourser des hauteurs de protection de 80 cm à 1 mètre de hauteur. Alors voilà, donc nous on a des zones par exemple dans le Jura ou dans les Alpes où des personnes nous appellent et ont des inondations qui montent à 2,50 m de hauteur en l'espace de 15 minutes. Qui donc d'une part n'ont pas la possibilité d'être réactifs pour installer leur protection et qui d'autre part de toute façon n'ont pas les protections adaptées pour pouvoir venir se protéger. Donc l'idée ce serait peut-être de voir pour pouvoir avancer sur cet aspect-là et intégrer l'effet de ruissellement dans les mécanismes de subvention. Donc ça découle sur la deuxième proposition qui est de dire que les hauteurs de protection subventionnées aujourd'hui dans les PAPI et les PPRI ne sont pas suffisantes. À savoir... On peut s'arrêter un instant là-dessus, parce que je suis pas sûr de comprendre, parce qu'il y a, je suis pas sûr d'être totalement à l'aise avec la distinction ruissellement-submersion. Autant, si ce que vous évoquez, c'est le ruissellement sur les parois des collines, etc., et puis je suis en aval et je reçois beaucoup d'eau parce qu'il y a un phénomène pluvieux important, si c'est ça que vous pointez, ça me semble que c'est déjà... Je pense que ça vaut pas le coup qu'on se rende compte parce qu'il y a pas mal d'approximations dans les propos tenus. Non, les PPR, les PAPI, il y en a de plus en plus qui traitent du ruissellement. Et les subventions ne distinguent pas, enfin elles traitent des inondations en général. D'ailleurs, la frontière entre ruissellement, débordement, c'est pas toujours évident. Donc, il n'y a pas de distinction et on n'a pas non plus dans les arrêtés qui encadrent les subventions fonds Barnier de hauteur plafond. Après, c'est la hauteur de l'inondation du secteur. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, après, qu'il faut vraiment travailler avec les acteurs locaux. Mais nous, au niveau national, on reste sur des principes, c'est-à-dire des principes de protection contre l'inondation. On a cité par exemple la Tardo, mais ce n'est pas la seule solution. Et dans l'arrêté, il n'y a pas c'est tout type d'inondation et il n'y a pas une hauteur ciblée. Après, effectivement, ce sont les porteurs de PAPI qui vont, à partir du diagnostic du territoire, qui vont dire, donc les collectivités locales, ben là, par rapport aux inondations qu'on a sur notre secteur, les enjeux qu'on a repérés, ce qui nous semble utile de faire, c'est de mais c'est pas au niveau de la réglementation nationale que ça s'encadre. C'est vraiment le travail avec les acteurs locaux pour avoir la bonne solution par rapport aux enjeux et aux problématiques d'aléas locaux. Mais tout à fait. Les textes nationaux restent complètement clairs. Et je vous rejoins totalement sur ce que vous venez de dire, dans le sens où les nouveaux PAPI et PPRI qui sont mis en place, effectivement, prennent en compte ce que vous venez de dire et du coup subventionnent des hauteurs de protection illimitées. Donc, en l'occurrence, moi, je préfère subventionner mes portes en Bretagne ou dans le sud. Mais par exemple, pour prendre l'exemple des PPRI qui sont anciens, je ne parle pas des PAPI vraiment de PPRI, la plupart du temps, ça va être des hauteurs de protection subventionnées de 1 mètre maximum. La raison pour laquelle ils ne souhaitent pas subventionner plus haut que ça, ce serait par raison structurelle. En fait, ils partent du principe que si on protège à plus de 1 mètre, ce serait un risque pour l'infrastructure de s'écrouler en fait en cas d'inondation. Ce qui nécessite un bilan un peu plus avancé du bien. C'est pas s'écrouler, c'est qu'il y a un moment, effectivement, c'est un sujet, c'est que la maison, finalement, discuter avec des gens du CSTB, ça serait intéressant, c'est que quand effectivement la hauteur d'eau devient assez haute par rapport à la maison et que l'eau ne rentre pas, en fait la maison se met à flotter tout simplement. Donc pour que ça marche, il faut que la maison ait des fondations et un système. Voilà. C'est pas, et dans les secteurs, alors notamment du sud, on peut avoir beaucoup de maisons avec des fondations superficielles. Faut faire très attention à ça, mais c'est pour ça que, je veux dire, on peut pas dire depuis Paris c'est ça qu'il faut faire à tel endroit parce que l'architecture, il y a des architectures avec beaucoup de sous-sols dans certaines régions, pas du tout. Donc là, normalement, quand il y a un sous-sol, on est moins exposé à ce type de problème. Mais avec des fondations superficielles, effectivement, on va discuter des gens du CSTB qui disaient attention, rendre la maison étanche, ça peut être presque encore pire des fois que d'avoir l'eau qui traverse. Donc ça ne veut pas dire que c'est pas une solution intelligente à certains endroits, mais c'est vraiment des choses à discuter au cas par cas avec les acteurs locaux. Et surtout dans le cadre des PAPI, parce que les PPR, c'est des règles obligatoires. Déjà, c'est une obligation. Donc, on est obligé aussi, à partir du moment où c'est une obligation, de faire quelque chose, une règle qui reste soutenable pour l'ensemble des gens et avec une proportionnalité, vu que c'est une obligation qui est importante. Sur les PAPI, on a beaucoup plus de liberté, puisque là, on est sur des démarches volontaires.
et puis avec des démarches de diagnostic systématique, ce qui n'est pas le cas du PPR. PPR, ça va être, voilà, c'est le minimum syndical, le PPR, d'ailleurs, sur ça comme sur le reste. C'est pas l'alpha et l'oméga de la prévention des risques. Ça arrête juste les grosses bêtises, comme on va dire ça. Donc, le vrai, après, outil qui permet de travailler finement sur la vulnérabilité du territoire, c'est le document d'urbanisme de la commune pour ce qui est de l'urbanisme, et c'est le PAPI pour les autres leviers d'action. Et c'est avec ces acteurs-là, et d'ailleurs, la plupart des mesures qu'on finance, c'est pas tellement des mesures dans le cadre des PPR, c'est dans le cadre des PAPI. Tout à fait. Des mesures volontaires, et puis surtout avec ces diagnostics qui vont faire quelque chose de fin et de sur-mesure par rapport aux besoins. Parce qu'il y a aussi des gens qui peuvent faire des travaux qui vont pensant bien faire et qui en fait c'est pas forcément ça qu'il faut faire, qui vont dépenser beaucoup d'argent pour un résultat pas forcément à la hauteur. Et puis ça permet aussi derrière, par rapport aux alertes que vous disiez, ça permet aussi de mieux encadrer la réponse des entreprises, éventuellement pour certaines collectivités qui veulent le faire, d'animer les entreprises. Parfois ça peut aller jusque-là. Mais du coup, avec ce diagnostic assis sur l'aléa local, mais aussi l'architecture locale. Ce que je vous propose, parce que c'est très précieux que vous fassiez ces remontées, et peu importe de savoir si c'est parfaitement exact ou pas exact, si vous le remontez, c'est que vous l'avez entendu, c'est qu'il y a des questions qui se posent sur le terrain, donc il faut aussi qu'on explique pourquoi les choses sont faites d'une certaine façon, ou parfois, évidemment, aussi qu'on les fasse évoluer. C'est tout l'intérêt aussi d'avoir cet échange. Donc, ce que je vous propose, c'est que vous disiez un peu tous les points, parce que maladroitement, je vous ai interrompu, et peut-être faire la liste des points que vous vouliez remonter, mais probablement aussi d'organiser un échange un peu plus approfondi avec plaisir. Avec les équipes de la DGPR pour discerner ce qui est bien fondé et explicable, pour que vous puissiez ensuite le porter vous-même vis-à-vis de vos clients, de vos interlocuteurs et dans votre stratégie, et puis peut-être ce qui mérite d'évoluer, parce que sans doute le système n'est pas parfait. Tout à fait, c'était exactement l'objectif de la présentation, c'était d'ouvrir cette discussion justement pour pouvoir avancer. Donc on a pris un peu d'avance justement sur les différents points. Donc effectivement par rapport au CSTB, alors nous c'est quelque chose qui remonte un petit peu, c'est qu'on n'a pas de norme française qui est vraiment sur le domaine des protections étanches, à savoir aujourd'hui la norme NF qui est délivrée par AFNOR et le CSTB ne prend pas en compte en fait la pression d'eau, mais uniquement la montée d'eau, contrairement à la norme allemande. La résultante de ce point-ci est qu'aujourd'hui, voilà, on a des grands groupes qui nous demandent des résultats de tests qui ne peuvent pas être fournis par le CSTB et qui vont se tourner pour faire des solutions qui sont plutôt belges ou allemandes, qui sont parfois de mauvaise qualité et qui ne sont pas durables, en tout cas pas françaises. Voilà, un sujet qui est plutôt au niveau du financement, c'est que la majorité des foyers qu'on rencontre nous en zone inondable n'a pas les moyens d'avancer le montant des travaux. Donc on sait qu'aujourd'hui la subvention intervient 4 à 6 mois en moyenne après la réalisation des travaux. En moyenne, c'est 5 à 10 000 euros de panier moyen par foyer. Et voilà. Donc, c'était de savoir si effectivement on pourrait envisager de travailler la subvention de manière à ce qu'elle intervienne à un moment différent, peut-être en amont des travaux ou peut-être directement sur l'entreprise. Enfin, voilà, j'aurais été ravi de discuter de ceci. Et le dernier point, qui est un point qui nous freine énormément, ce sont les projets de travaux dans les villes classées au patrimoine de France. Alors pour illustrer cet exemple, je vais prendre la ville de Nîmes dans le Gard, qui a communiqué il y a une semaine de cela suite aux récentes inondations, une subvention à hauteur de 100% des travaux de rénovation. Suite à quoi je trouvais que c'était une très très bonne initiative, effectivement. Alors le problème étant que la ville de Nîmes est entièrement classée au patrimoine de France, et lorsque vous voulez effectuer des travaux de rénovation, vous devez utiliser soit du bois pour vos ouvrants, soit conserver des barreaux en fonte qui sont esthétiquement en fait présents au rez-de-jardin pour le cachet de la ville. Donc nous on a eu des personnes qui voulaient faire appel à notre protection, en fait, qui n'ont pas pu faire les travaux parce que d'une part on devait soit retirer les barreaux pour placer des volets battants étanches, soit sinon mettre une porte en fibre de verre étanche. Donc moi à ce moment-là j'ai contacté les architectes du patrimoine pour leur expliquer qu'effectivement je pouvais donner l'apparence du bois à la fibre de verre, mais qu'on ne pouvait pas aller faire du bois dans la zone inondable parce que ce serait d'une part un désastre écologique et d'autre part très très cher de faire des portes en chaîne, c'est ce qu'ils m'ont suggéré. Voilà, donc peut-être effectivement trouver un moyen de nouer un dialogue avec les architectes du patrimoine pour qu'on puisse avancer et intégrer ces matériaux nouveaux dans la législation de manière à fluidifier en fait l'accès aux travaux, parce que voilà, les subventions existent, malheureusement on ne peut pas faire les travaux. Oui, c'est pas simple. La protection du patrimoine, parfois un peu. Soyons entre nous, on est entre nous, c'est un peu psychorigide. Voilà. C'est très variable sur les secteurs. Des endroits ils sont très ouverts.
Mais effectivement, l'ADF est souverain, donc ça dépend aussi et puis des enjeux patrimoniaux du fonds, je connais pas. Tout à fait. Très bien, merci beaucoup. Je crois qu'il faut qu'on avance parce qu'on a pris un petit peu de retard. Alors nous avons hydroclimat ensuite et enfin info flash. Alors hydroclimat, c'est vous. Je vais la voir. Simon Benoît. Juste que ça prenne en compte. Voilà. Allez-y. Ça va, l'image arrive. Ouais, donc nous, on est. Passer le micro. Dernier, normalement. Dans l'ordre qui était marqué sur le papier, vous avez vu, c'est pas très créatif. Mais, si ça non, il n'y a pas de problème. On reprend la main alors. Alors bonjour à tous. Et merci. Si on fait les images de l'un avec le discours de l'autre, on va se perdre. Merci à tous de nous accueillir. Donc je me présente Michel, cofondateur d'InfoFlash. Alors InfoFlash, c'est un système d'information et d'alerte locale. Pourquoi nous avons créé InfoFlash? Parce qu'une étape importante dans la prévention des risques, c'est l'information à la population. On voit qu'il y a des solutions innovantes parmi nous et partout pour la détection des risques, mais il faut encore que les informations soient diffusées en temps réel aux citoyens, et surtout ceux qui sont concernés dans les zones. C'était pas les bons slides, mais c'est pas grave, on va continuer comme ça. C'est pas grave. La problématique aujourd'hui, c'est que l'information n'arrive pas à toucher la population en temps réel, car on n'a pas un canal français de communication qui regroupe toutes les informations officielles. Pourtant, on a tous la technologie aujourd'hui. Ce qu'on voulait montrer en fin de compte avec les slides, voilà, par exemple, ces deux qu'on les avait mis côte à côte, je ne sais pas si vous pouvez les mettre, Simon. C'est celui que je vous ai donné comme. Par contre, c'est que notre système aujourd'hui, on voit qu'il y a des solutions aujourd'hui qui font de la prévention, mais il faut encore que cette prévention arrive à la population en temps réel. Et donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est, on a élargi un peu le champ, c'est d'apporter cette information, la récolter bien sûr, et l'apporter à l'information. C'est la prochaine. Voilà. Avec ces diapositives, ce qu'on voulait montrer, donc comme il dit Michel, c'est qu'aujourd'hui, l'information, elle est souvent donnée, là, on parle d'information en temps réel et de prévention. On englobe un ensemble de risques plus large que le risque naturel. Et donc souvent, cette information elle est diffusée sur les réseaux sociaux. On a pris le cas de Twitter. Et la problématique, c'est qu'on voit l'impact, juste si on peut mettre l'autre slide, s'il vous plaît. On voit l'impact d'une information qui est donnée, on va dire, par exemple, au niveau d'un risque naturel, hein, on peut prévenir au niveau d'une information, de donner une mesure de prévention. L'impact sur les réseaux sociaux, il est très petit par rapport à ce que nous, on peut faire. Et je vais laisser Michel continuer à expliquer un peu donc, quel est l'intérêt de notre technologie. Alors, tu t'es raté. Donc, on a dit qu'on a de la technologie, on sait prendre les mesures et c'est pour cela qu'on a créé InfoFlash. Ouais, c'est pour ça qu'on a créé InfoFlash, un système, en fait, un écosystème numérique basé sur un algorithme intelligent. En fait, il récupère en temps réel les informations diffusées sans les modifier. Il les analyse. Il regroupe par localité ou par territoire et les rediffuse via multiples canaux pour toucher un maximum de citoyens en temps réel. On parle bien de prévention des risques et peu importe la nature. Donc là, on va passer à l'autre slide, s'il vous plaît. Le développement d'InfoFlash s'est fait en écoutant les besoins des utilisateurs et dans les collectivités et les citoyens sur le terrain. InfoFlash rediffuse via des navigateurs web pour ceux qui ne veulent rien télécharger, qui ont l'habitude de rester sur Internet. InfoFlash rediffuse via une application mobile qui fonctionne sans données personnelles et sans géolocalisation. InfoFlash rediffuse via des SMS pour les personnes avec des téléphones mobiles de première génération. Et InfoFlash rediffuse. Donc on rediffuse pareil sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'on va reprendre cette information qui a été diffusée par exemple sur un réseau comme Twitter et on va la rediffuser sur d'autres communautés comme Facebook parce qu'on sait qu'une information donnée sur Twitter ne touche pas la population de la communauté de Facebook. Ouais. Ce qui est intéressant en fin de compte de dire par rapport à ça, c'est que
Nous, on donne la possibilité aujourd'hui aux citoyens après avoir collecté toutes ces données de prévention que vous avez proposées, donc toutes ces solutions qui existent aujourd'hui, c'est d'apporter l'information vraiment dans la poche des citoyens concernés. Alors, on parle bien des citoyens concernés. Par exemple, si on prend ce qui s'est passé à Nice, c'est un exemple concret. Nous, notre système, avec nos algorithmes, il a détecté avant, donc les informations de la préfecture, ils ont été diffusées sur Twitter, et on a pu donner les mesures à prendre aux citoyens. Voilà ce qu'il dit aujourd'hui l'autorité de faire. Alors, pendant ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné un peu d'informations sur la situation en cours, sachant qu'après, il n'y a eu plus de réseau. Donc, ça, c'est une problématique pour tout le monde. Mais ce qu'on sait faire avec notre écosystème aussi, c'est qu'on sait après, tout de suite, après le risque, après l'inondation, dire à la population, voilà aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous recommande? Par exemple, les 10, dire il y a un pont barré, ne vous approchez pas, il y a l'eau qui n'est pas potable, donc ne la consommez pas. On fait toutes ces informations qui sont à un caractère important, on sait les diffuser en temps réel à un maximum de populations et via multiples canaux que la population va choisir. Il va se dire, moi, je suis connecté, donc je vais être informé via une application mobile, ou on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont réticentes aux applications mobiles, hein, donc on connaît tous qui ne veulent rien télécharger, donc on donne la possibilité de se dire, bah voilà, via mon navigateur web, je suis informé de ce qui se passe en temps réel, soit dans mon bureau, soit sur le terrain, je reçois une notification sans rien télécharger. Et bien sûr, donc pour tout ce qui est après les personnes moins connectées ou isolées, on déclenche la même information via des SMS ou des appels téléphoniques automatisés. Donc en fin de compte, on englobe un ensemble de solutions pour apporter l'information à un maximum de personnes. Je te laisse continuer. Et donc vous êtes bien sur l'amont, la diffusion de l'alerte au moment du déclenchement de la crise, du problème, etc. Et également en accompagnement pendant le temps de crise et de résolution de la crise, l'organisation des secours, suite de l'événement. Alors voilà, ça c'est des choses qu'aujourd'hui sont déjà fonctionnelles sur le terrain. Ouais, on est déjà fonctionnel en France avec de nombreuses villes, avec des maires, des présidents de PCI, qui nous font confiance et tous les jours on arrive à toucher dans des zones plus de 80% des populations. Il faut savoir que par exemple, si on prend, je vais vous donner quelques petits exemples, si on prend aujourd'hui les 10-34, chaque intervention importante, ils vont donner une information préventive via notre solution. Alors, on n'est pas la seule solution, bien sûr, mais on vient compléter tout ce qui existe. Ils rentrent dans notre canon. Ouais. Et aujourd'hui, ils arrivent à toucher pas mal de personnes, juste pour dire, bah voilà, gros accident, il y a l'hélicoptère qui arrive, la route est barrée, ne vous approchez pas. C'est vraiment de la prévention en temps réel. C'est l'information. Alors, il y a d'autres cas. Il y a un colis suspect sur Nantes. Nos algorithmes, ils ont détecté qu'il ne fallait pas s'approcher dans un périmètre de sécurité. Et on a pu donner cette information, bien sûr, en temps réel aux personnes qui sont concernées. Donc ça, c'est un ensemble. On a, comme il dit Michel, analysé sur le terrain avec les collectivités et les citoyens donc les besoins, ceux qui ont vraiment besoin, et on a adapté notre solution à ces besoins du terrain, tout à fait. Je ne sais pas si on peut mettre la vidéo, là, un petit témoignage concret. Voilà des utilisateurs. Je suis Marie-Noël, je suis directrice générale des services à la ville et au Alors, votre réseau, c'est plutôt la prévention, la sécurité, la sécurité. En fin de compte, bon, ce qui dit, c'est un témoignage, c'est quand même une DGS dans une commune dans le Gard. Donc le Gard, on est soumis à des inondations aussi, on est soumis aussi au feu. Il faut savoir qu'en 2019, il y a eu des grands incendies. Donc les pompiers, ils étaient débordés partout, la gendarmerie débordée partout. Et donc ce qui dit cette dame, c'est qu'elle s'est trouvée avec 3 pompiers, parce qu'il n'y avait pas plus de pompiers, ils étaient débordés. Et donc grâce à notre système, elle a pu faire évacuer quand même plusieurs quartiers. Donc c'est intéressant, c'est du temps réel. C'est du temps réel. Et donc... Sur le principe, il n'y a aucun doute sur le fait que c'est intéressant. L'État essaye de faire un système depuis près de 10 ans. L'avantage de SAIP. Voilà.
Le problème, nous, on a analysé un peu tous ces systèmes, et CIP, la problématique, c'était un système qui marchait bien, bon, même si on dit qu'il y a eu des défaillances, peut-être. Mais c'était très bien. C'était un système qui fonctionnait bien. La problématique, c'est que quand on va télécharger une application, si c'est juste pour attendre qu'il y ait une alerte, les gens, ils enlèvent l'application. C'est là la problématique qu'il y a eu. Nous, à l'envers, le fait d'avoir plusieurs solutions qui se complètent, au niveau de notre application, ça veut dire qu'on va susciter l'intérêt personnel des citoyens parce que tous les jours, on va diffuser une information préventive locale. Ça veut dire la mairie aujourd'hui, de leur ville, de leur secteur. Elle va diffuser une information en disant, voilà, aujourd'hui, il ne faut pas, par exemple, il y a une classe qui est fermée suite au Covid. Donc, ça fait adhérer toute une population, tout un ensemble de citoyens. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer un socle très, très local. Et que ces personnes, on va pouvoir les mettre à la disposition, donc après, des autorités un peu plus au niveau de l'État, par exemple, au niveau national, en cas de crise, pour dire une information diffusée maintenant, par exemple, sur Nice, on va pouvoir la diffuser sur un ensemble de canaux qui va toucher beaucoup plus de populations que prévu. D'accord. J'avais une question par rapport, vous dites que vous diffusez l'information, c'est uniquement du coup l'information officielle. Officielle. Tout à fait. Aujourd'hui, en analysant en fait les sources officielles, on s'est aperçu que l'État communiquait plus sur Twitter, les municipalités c'était plus sur Facebook, et en partant de là, on est capable. Alors, où on est capable d'aller récupérer cette information, où ils sont capables aussi directement de communiquer dans notre système. Et là, ça devient encore plus rapide. Démultiplier en fait les canaux. Tout à fait. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'information n'est pas modifiée. Donc, c'est exactement la même chose qui a été diffusée donc, par les autorités ou par les collectivités. Après, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est implanté donc, dans pas mal de villes dans le territoire, dans les EPCI, dans les mairies, et on a quand même une demande qui commence à arriver avec le Covid. Par exemple, certains EHPAD, aujourd'hui, ils ont une difficulté pour communiquer avec la famille, juste pour les envoyer via un réseau, dire voilà, on ne peut pas venir visiter, c'est une information, bien sûr, nous, ça on le sait faire, on a un canal privé qui permet à certains établissements publics de donner une information en temps réel. Et j'ai cru voir, mais pardon, parce qu'on vous a un peu coupé dans votre présentation, et du coup, peut-être les questions anticipent des choses que vous alliez dire. J'ai l'impression que vous aviez aussi un flux inverse. Je participe à l'information collective en faisant une photo ou en signalant un incident. Tout à fait. Remontée d'informations suite à un signalement, que ce soit sur la voie publique, tout ce qui est désagrément, tout ce qui est éco-citoyen participatif, on va dire dans ce sens-là, c'est que on voit quelque chose qui se passe, on peut l'envoyer aux autorités. Donc on le remonte à la mairie à chaque fois. On peut faire de la remontée d'informations directe, donc aux autorités locales, aux organismes chargés de la sécurité ou de l'intervention. Aux services concernés. On peut remonter l'information du terrain. On est un ensemble, c'est vrai qu'on a un ensemble des solutions, donc on n'a pas tout développé. On vous a dit juste ce qui est le plus innovant, on va dire, nos algorithmes intelligents qui vont chercher l'information. Mais après, donc pour finir, Michel, peut-être. On a fait un peu le tour. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on se développe autour des partenaires institutionnels, privés, et notre intérêt, c'est d'utiliser l'information d'intérêt public. Par exemple, aujourd'hui, on a un partenariat aussi avec le ministère de la Santé, et on va être la première plateforme quand même qui va diffuser sur Internet les emplacements des défibrillateurs pour que les services de secours ou d'intervention. Pour que il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas de plateforme. Sur Internet, si vous tapez sur Google un défibrillateur, vous ne trouvez pas. Il faut que vous téléchargez des applications. Donc aujourd'hui, avec la base nationale du ministère de la Santé, on va bientôt sortir tout ça. Et on donne la possibilité, bien sûr, aux collectivités d'avoir un moyen de gestion de tous ces appareils. Vous citez la justice aussi, parce que votre truc, ça ressemble aussi à un téléphone grand danger. Alors, le ministère de la Justice, c'est alerte enlèvement. Donc, quand on alerte, bon, c'est très médiatisé, bien sûr, mais nous, on va pouvoir, quand on est déclenché, la cibler directement dans une localité précise, sur un territoire. Ça veut dire, on peut prendre tout un département et envoyer SMS dans la foulée, des appels téléphoniques pour dire, voilà, il y a un risque d'enlèvement grave, c'est un enfant. Voilà, tous ces alertes-là, on sait traiter une zone précise. Et vous avez vu le ministère de l'Intérieur, j'imagine?
Alors, non, on est encore tout jeune. La labellisation, bien sûr, pour nous, c'est quelque chose de très important parce qu'il faut savoir. Il faut savoir qu'on est quand même. Sécurité civile, en fait, on pensait. Oui. On est quand même une petite structure qu'on monte. Donc, on a sorti notre solution en 2017. Aujourd'hui, on est très, très implanté, mais la difficulté qu'on a, c'est que quand on est petit, bien sûr, de se faire connaître des autorités dans les préfectures et tout ça pour dire, voilà, le système, il existe. Juste, on vous informe que ça fonctionne comme ça. Donc, nous, on ne leur vend rien. Ces systèmes, ils fonctionnent gratuitement pour tout ce qui est les autorités locales. Et après, ça veut dire qu'on propose aux collectivités des fonctionnalités avancées, des programmations et d'autres choses qui sont un peu payantes. Donc, mais on a un intérêt, et grâce à la labellisation, je pense que ça va nous apporter tout ça, de dire aux S10, comme il y a beaucoup déjà qui l'utilisent, dire voilà, aujourd'hui ça fonctionne comme ça, et vous pouvez toucher plus de monde en utilisant une méthode cohérente de diffusion. Je pense qu'il faudrait que vous voyiez la DGS-CGC, donc nos homologues au ministère, c'est les mêmes coordonnées que celles. Il faut qu'on arrive, voilà, parce que jusqu'à maintenant on n'avait pas les contacts, c'était très très difficile pour nous. Alors après, l'équipe est en train de tourner, mais je pense qu'il serait intéressé d'échanger avec vous. Et la direction du numérique de l'intérieur. Parce qu'ils supportent en fait les projets des directions métiers. Je pense qu'on va arriver à tout ça. Et juste pour conclure, l'intérêt c'est que, l'intérêt c'est que voilà, cette solution ne coûte rien à l'État. Voilà. Et c'est vrai que si on arrive vraiment à la développer, ça peut être une solution qui peut être au niveau national très intéressante, voire au niveau européen. C'est-à-dire qu'on peut se déplacer et la personne qui arrive en France, il va pouvoir être informé en temps réel de ce qui se passe sans rien télécharger. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. J'étais un peu rapide parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est ce qu'il faut parce que le temps tourne et merci. Et puis, il faut quand même que maintenant, est-ce qu'on peut parler d'hydroclimat? On peut. On va essayer. Alors à vous la parole. Ouais. Suspense, c'est à son compte. Ouais, suspense, à son compte. Alors voilà, nous effectivement, je voulais un peu me passer en dernier parce qu'on est dans un paradigme un peu différent de toutes les autres sociétés qui sont ici. Nous, notre problématique, c'est le changement climatique parce dans notre perception des choses, qui est aussi celle d'une grande partie du monde scientifique, on a une recrudescence des phénomènes extrêmes météorologiques et qui sont pour une grande partie imputables aux prémices ou aux effets déjà avérés du changement climatique. Donc, effectivement, le motto d'hydroclimat, c'est réduire les coûts des catastrophes naturelles, mais pas que, par la prise en compte des effets du changement climatique. Merci. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc Hydroclimat, c'est une jeune entreprise innovante qui a été créée en 2019, incubée dans un incubateur du ministère de la Recherche, qui est l'incubateur PACA Est. Donc principalement deux associés fondateurs, Magali, qui est docteur en hydrologie, et chercheur associé encore à Montréal, puisqu'on a une expérience nord-américaine, on a passé 8 ans au Québec, et donc moi-même, Adrien Lambert, qui suis océanographe physicien de formation et docteur. Donc le but d'Hydroclimat, c'est effectivement de développer des solutions disruptives en hydroclimatologie numérique pour la gestion du risque, l'évaluation de l'exposition et de la vulnérabilité des territoires aux enjeux du changement et des enjeux au changement climatique. Donc les chiffres, je vais pas vous les rebassiner, vous les connaissez. Ce qui est intéressant, c'est que entre les deux vingtaines d'années, les années 80, 2000 et 2020, on a une augmentation de 150% des dégâts liés aux catastrophes climatiques. En termes de budget, c'est 1355 millions d'euros. En France, on a aussi des problématiques dans l'agriculture, moins 20% de perte de rendement sur les vignobles, et le coût de l'aléa sécheresse, qui est un autre aléa, est évalué à 8 milliards d'euros en France entre 2014 et 2039. Ça, c'est ce qui est imputable au changement climatique. Ce n'est pas la totalité du coût, c'est le coût imputable au changement climatique. Effectivement, comme le dit le rapport du Sénat, rapport d'information sénatoriale numéro 511 paru en 2019, l'adaptation au changement climatique constitue pour notre pays un enjeu urgent et majeur, et on sait que les coûts d'adaptation représentent seulement 5 à 10% des coûts de l'inaction. Qu'est-ce qu'on attend, Pourquoi on s'y met pas? Pourquoi? Parce qu'il y a deux problèmes qui se superposent. Le premier, c'est celui de l'orientation, faire des investissements coûteux. Et le deuxième, c'est celui de
quels paramètres utiliser pour faire ces investissements coûteux? Donc l'incertitude des paramètres liés au changement climatique qui bloquent en grande partie les processus décisionnels. Donc nous, on part un peu de ce constat en France pour se dire, ben voilà, effectivement, les personnes qu'on a pu rencontrer doutent des données du changement climatique. Souvent, c'est des données qui sont produites à des échelles régionales, donc qui sont pas cohérentes pour mettre en place des mesures d'adaptation au changement climatique qui doivent être prises à l'échelle locale. Et donc, on s'est retrouvé avec ce constat. Et il se trouve que nous, de par notre expérience en Amérique du Nord, on a des solutions pour traiter ce constat, et notamment une solution technique qui s'appelle la modélisation multimodèle multi-ensemble. C'est-à-dire qu'en gros, pour produire des métriques robustes du changement climatique à une échelle très très fine, à l'échelle d'un bâtiment ou d'une parcelle agricole ou d'une rivière, on utilise des ensembles de données massives du changement climatique, puisqu'on utilise quasiment tous les modèles climatiques qui existent aujourd'hui dans le globe. Donc ça représente vraiment, suivant les variables, entre quelques téras jusqu'à 100 téraoctets de données. Donc c'est ce qu'on appelle les ensembles climatiques. On a développé des algorithmes, certains IA, d'autres non, pour augmenter la robustesse de ces données et augmenter leur résolution spatiale. Donc ça, c'est pour tout ce qui est données atmosphériques. Donc ça nous permet d'avoir des données qu'on considère synthétiques et robustes et d'en dériver des métriques pour fournir à toutes les institutions privées ou publiques qui ont besoin de mettre en place des stratégies d'adaptation au changement climatique. Et on a aussi une très forte compétence en hydrologie, puisqu'on fait aussi de la modélisation d'ensembles hydrologiques, c'est-à-dire que ces ensembles de données climatiques, ces regroupements de centaines de membres de modèles climatiques, on s'en sert pour forcer 5 à 7 modèles hydrologiques, ce qui nous permet d'avoir des ensembles de données hydrologiques sur les rivières, et donc d'être précis et robuste par la prise en compte d'un ensemble de données, donc d'une probabilité beaucoup plus fiable que si on n'utilise que quelques données. Voilà, parce qu'aujourd'hui, peut-être que quelque chose qui n'est pas très clair, c'est que les principales approches qui sont utilisées, par exemple, pour la détermination de périodes de retour de débit, par exemple, de crues, elles sont basées souvent uniquement sur les précipitations. On se concentre sur la production de périodes de retour des précipitations par principalement des méthodes stochastiques. Je pense que c'est Chypre et Chirec principalement qui sont utilisées en France. Et donc, on produit une précipitation de retour, on va dire, avec laquelle on force un modèle hydrologique pour avoir un débit, donc la calibration du modèle, etc. C'est des questions, qu'on injecte à son tour dans un modèle hydraulique pour produire une surface d'inondation, par exemple, des hauteurs et des écoulements, etc. Modèle d'écoulement classique. Donc ça, c'est des approches que nous, on appelle single model, single value, c'est-à-dire on utilise un seul modèle et une seule valeur pour produire un résultat. Nous, on ne fait pas du tout ça. Nous, on prend 100 ans de précipitation fois 50 modèles, et on injecte tout ça dans 7 modèles hydrologiques. Donc on produit en gros 5 x 7 à peu près, 50 x 350 simulations hydrologiques, et à partir de là, on peut faire une statistique et des probabilités. On peut faire de la combinaison de modèles en utilisant notamment des algorithmes d'intelligence artificielle pour sélectionner dans notre ensemble, par exemple, les modèles qui vont mieux représenter les crues ou les modèles qui vont mieux représenter les étiages, plutôt de les calibrer sur une performance moyenne qui dégrade souvent les performances aux extrêmes. Donc c'est un peu technique, mais voilà. Le résultat, c'est qu'on arrive à 95% de précision sur les débits en climat passé. Les débits, on va dire les climats de débit, donc c'est-à-dire pas les événements extrêmes, mais la climatologie. 60% de réduction de l'incertitude par rapport aux études régionales existantes, type Explore 2070, etc. On a un downscaling possible jusqu'à une résolution de 100 mètres, et on couvre 1950 et 2100. Voilà. Donc ça, c'est juste des exemples sur des extractions en grille, mais on ne fait pas que des extractions en grille, avec le signal de changement climatique sur les débits qui est visible d'un côté, et de l'autre côté sur les variables atmosphériques, donc à la position, mettons, d'un bâtiment. Voilà, donc concrètement, en perspective, notre société est créée en 2019, on est entré en incubation donc à l'IPE, et on est aussi incubé au sein du BIC de l'Agence spatiale européenne de l'ESA Sud France. Donc, notre technologie M3E a été labellisée Deep Tech par la BPI. On a obtenu donc 115 KE de subventions à la fois de la BPI et à la fois de l'ESABIC pour le développement de notre technologie. On a commencé la prospection commerciale en février 2020, on a obtenu nos premiers contrats en juillet 2020. On a une très forte traction marché dans le secteur privé,
qui est très fortement concernée par les problématiques de changement climatique, donc assurance, agriculture, bâtiment. On a atteint et dépassé le stade du produit minimum viable. En août 2020, on a fait des très très gros gains de productivité depuis. On est en train d'industrialiser la chaîne M3E. Et en 2020, jusqu'ici, on a fait 77 KE de chiffre d'affaires. Donc, actuellement, on se prépare en 2021 pour une levée de fonds pour développer de nouveaux produits basés sur le web. Donc voilà, ça c'est les perspectives qui sont positives. Alors, pour nous, c'est bien. Par contre, il y a quelque chose qui est très problématique pour nous, c'est qu'on n'a pas réussi à travailler dans le public. C'est-à-dire, malgré tous nos efforts et malgré le fait que ce soit le segment qu'on a identifié en premier, les collectivités, les EPTB, etc., on n'a pas réussi à travailler dans ce domaine. Donc, alors, c'est intéressant de mettre ce constat en rapport avec ce qui se passe un peu dans les crises. Donc, je vais rentrer dans des choses qui sont peut-être un peu polémiques, mais c'est les problèmes qu'on rencontre un peu dans ce. Donc, pas de client public. Alors, ok, c'est circonscrit au sud de la France, hein, puisqu'on a prospecté seulement dans ces zones-là. Donc, on s'est rendu compte, quand nous, par exemple, on va voir un EPTB, un établissement public et territorial de bassin, qui a souvent pas de cadre légal ni d'obligation à la prise en compte du changement climatique sur tout ce qui est prévention des inondations, PPRI, dossier l'eau, etc. On a un autre problème qui est dans le sud. Jusqu'en 2019, quand on allait dans les forums, on nous disait il n'y a pas de changement, il n'y a pas de signal de changement climatique dans le sud. Et on demandait, mais nous savions, on nous disait c'est Météo France. Donc, des gens qui nous disaient il n'y a pas de Météo France, on dit qu'il n'y a pas de signal de changement climatique ou qu'il n'est pas clair, donc on ne sait pas. Et il a fallu attendre 2019 à une réunion justement du Polo avec Alix Romagnac qui était là, où nous on posait un peu des questions. Et là, Alix nous a dit oui. Donc les gens, on avait des bureaux d'études autour de nous qui nous disaient non, il n'y a pas de signal de changement climatique. Et Alix a dit si, depuis la mise en place je pense, du modèle air limité de Météo France opéré en mode climatique, je pense que c'est à Rome, et ils ont vu qu'effectivement, il y a un signal de changement climatique dans le sud de la France, 2019, l'année dernière. Bon. Aussi, on a donc on manque de formation et d'information au niveau territorial, au niveau DREAL, EPTB, Agence de l'eau. Il y a très peu de formation pour la prise de décision sur le changement climatique. Il y a un poids des acteurs historiques privés, donc les bureaux d'études, qui jouent souvent un rôle de conseil vis-à-vis des collectivités territoriales et qui ne sont pas forcément formés à la prise en compte du changement climatique. Donc ça marche un peu en circuit fermé. Donc nous, quand on arrive, on dit qu'il se passe quelque chose et ils nous écoutent, ils nous disent bon, on va demander aux gens qu'on connaît, et les gens qu'on connaît disent non, continuons à faire comme on sait faire, etc. Il y a ce que moi j'appelle aussi le syndrome du ver mesureur, c'est qu'on investit beaucoup sur le développement de modèles hydrauliques. Donc les modèles hydrauliques, c'est quelque chose qui va donner un niveau d'inondation ou d'écoulement, mais on s'intéresse très peu à la quantité d'eau qu'on va verser dans le modèle hydraulique, ce qui relève de l'hydrologie, c'est-à-dire le volume d'eau, c'est-à-dire le débit des rivières, et qui est problématique aujourd'hui parce qu'elle est mal connue en contexte de changement climatique. C'est-à-dire les méthodes précédentes sont basées sur l'utilisation des données du passé pour dériver des périodes de retour en climat futur. Or, le changement climatique rend totalement instationnaires les variables climatiques, les précipitations, les températures. Donc, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'étudier les données du passé, ça ne permettra pas de prévoir l'avenir parce que le signal de l'avenir n'est pas intégré dans le signal du passé. Donc, à moins d'attendre 2050 pour avoir un signal du changement climatique sur lequel on puisse faire des statistiques, il faut vraiment utiliser les données du futur pour déterminer les périodes de retour au niveau des débits. Et il y a effectivement, finalement, l'agenda politique aussi. On est dans des visions court-termistes qui se comprennent au niveau des élus, qui favorisent les actions ou affichage à court terme, ou un peu au détriment de la recherche de solutions à long terme. Voilà. Vous parlez bien là, du changement climatique vu sous l'angle de l'eau. Oui, tout à fait, de l'hydrologie. Ouais. Seulement des températures. Non, non, c'est uniquement hydrologie. L'absence de signal de changement climatique dans le sud, ça me paraissait un peu surprenant. Ah, au moins, ça, j'ai essayé de retrouver le tweet. Oui, c'est ça, sur les extrêmes. J'ai essayé de retrouver le tweet pour en parler. Sinon, on s'est retrouvé dans un forum. Donc, c'était à COP Business Day, décembre 2019. Où justement il y avait des tables rondes sur l'hydrologie, etc. Puis des bureaux d'études très compétents qui présentaient des modèles d'écoulement en milieu urbain très qualitatifs. C'était de la très belle modélisation, mais en fait, ils utilisaient toujours des périodes de retour ou des données qui correspondaient au passé, et qu'on leur a demandé mais pourquoi vous ne prenez pas en compte le futur? Ils ont dit parce que il n'y a rien qui prouve réellement qu'il y a un signal de changement climatique sur le futur.
Et alors là, nous, on était un peu, bon, ok, on était personne là-dedans, juste une petite société qui s'est créée en 2019. Et là, il y a Alix Roumaniac de Prédic qui justement a dit oui, j'ai eu des discussions très récentes avec Météo France, qui a bien signé le changement climatique sur les extraits. Voilà, c'était en décembre 2019. Pardon, là-dessus, c'est vrai que nous, déjà, c'est une question qu'on se pose beaucoup forcément. Alors sur la submersion, on a plus de visibilité, mais sur les crues fluviales ou même ruissellement, on a moins de visibilité. Bien fort, parce que la difficulté, je pense qu'on va dire aussi, c'est qu'on a des études. En fait, on a du mal à se faire une idée, nous, parce qu'on a des études qui envoient des résultats assez différents, y compris en tenant compte de l'évolution météo. Par exemple, je pense que c'est ça dont vous voulez parler, Aude, on a une présentation d'études de l'INRAE il n'y a pas longtemps, qui montrait qu'au contraire, dans le sud-est, y compris les extrêmes, ça allait plutôt diminuer, et que c'est plutôt dans le nord de la France que ça allait augmenter. Et en fait, donc suivant les méthodologies, la prise en compte de l'état des sols, aussi la sécheresse des sols, enfin, il y avait des choses des fois contre-intuitives. Et du coup, moi personnellement, j'arrive pas à me faire une opinion aujourd'hui sur le fluvial et le ruissellement, sur ce qui va se passer, parce que des chercheurs de très haut niveau, et y compris en prenant en compte les projections sur la météo, j'ai des études qui me disent blanc, des études qui me disent noir, et donc effectivement aujourd'hui on peut pas dire qu'on a un signal clair, même en tenant compte des projections, et avec des travaux qui sont, quand je les regarde tous a priori sérieux, mais simplement avec des méthodologies qui peuvent être différentes. Voilà, nous on est, alors, nous on a une expérience qui est pas que française. Moi j'ai passé 2 ans au Viva pour mon premier postdoc et après 8 ans à Montréal. On travaillait au sein de consortiums qui faisaient de l'adaptation au changement climatique, notamment le consortium Ouranos, qui est un consortium privé-public, avec à la fois des industriels privés, Hydro-Québec, Rio Tinto Alcan, Canal-Lumière, puis les ministères, on va dire, régaliens Québec. Et donc on a des méthodologies qui sont un peu héritées de cette manière de faire là, qui sont peut-être un peu différentes. Et nous, le constat que vous faites, de dire on ne sait pas, on a des données mais on ne sait pas, on l'a entendu en France très souvent. Typiquement l'agence de l'eau, oui, on nous dit que les grandes études montrent que, etc. Voilà. Donc nous on a une méthodologie qui est totalement différente. On ne dit pas qu'elle est meilleure, on dit juste qu'elle est différente. Nous on ne prend pas en compte un modèle, ni 2 modèles, ni 3 modèles, on les prend tous en compte. Et on fait des études à partir de ça, et voilà. Je dis juste que c'est différent, et peut-être que notre idée en tout cas, c'est d'amener ces données-là pour les confronter aux autres et de voir s'il y a quelque chose de nouveau qui sort. Voilà, on a des acteurs privés assez conséquents qui nous font confiance. Voilà. Après, je sais pas. Bon, on ne peut pas malheureusement se lancer dans un débat sur cette question. Le sujet est pointé. Est-ce que je peux, excusez-moi, juste Sophie Voirin, oui, de Météo France, si je peux me permettre d'intervenir, parce que je suis un peu étonnée en fait. Voilà, c'est ça. Enfin, moi, je suis pas spécialiste spécialement du climat, mais je suis quand même assez étonnée de ce qui remonte. Et je vous remercie d'ailleurs d'avoir un peu rectifié, parce que on peut pas trop laisser dire que Météo France a dit qu'il n'y avait pas de signal de changement climatique dans le sud. Même au niveau hydrologique, je suis assez surprise, en fait, parce qu'il y a des études. Alors, je pense que je vais vous mettre en contact, monsieur, avec une personne chez nous qui pourra mieux vous renseigner, je pense, sur ces effets-là. Il y a eu des études à Météo France, 200 ans de climat constant, qui ont été faites aussi en se plaçant un climat constant et en se plaçant dans des climats basés sur les scénarios d'évolution climatique, et qui ont servi à alimenter des modèles hydrologiques. Météo France a une chaîne qui s'appelle Safran Isbamotku et qui permet justement ce type de simulation. Voilà, donc je pense que ce sont des pistes, et moi en l'occurrence j'ai fait ma thèse il y a 20 ans dans le domaine hydrologique à Météo France, et on parlait déjà de l'évolution du changement climatique et de l'impact que ça avait sur la réserve en eau, sur les débits, et ça on l'a fait sur plusieurs bassins versants, dont des bassins dans le sud-est, des bassins qui dépendaient, la Durance, le Rhône. Donc moi j'ai travaillé beaucoup sur la Dour-Garonne, donc là on était plutôt dans le sud-ouest. Mais donc c'est déjà les effets qui étaient modélisés, je dirais, et donc travaillés, et où on voyait déjà les effets du changement climatique sur les régimes des débits. Donc
Donc voilà, donc je pense que, enfin, c'était juste pour rétablir un tout petit peu, voilà, les choses. Écoutez, donc après, c'était peut-être pas suffisamment fin par rapport à ce que vous recherchez, mais voilà. Mais je peux vous mettre en relation avec des personnes si vous le souhaitez, pour creuser davantage ce sujet. Bon, c'est bien noté, merci beaucoup. Je crois que personne n'a envie de polémiquer, mais c'est aussi intéressant d'avoir des témoignages, parce que même si peut-être les positions sont plus claires, si elles ne sont pas perçues par les acteurs oui, tout à fait. de façon aussi limpide, c'est une information aussi. Surtout si ça vient d'un bureau d'études de Météo France, donc là ça m'embête un peu plus. Absolument. Mais je suis d'accord, voilà, ça veut dire que la communication n'est pas forcément bien faite. Voilà, et puis, enfin, en tout cas, ou mal réceptionné, ce qui arrive aussi. En tout cas, je peux quand même témoigner du fait que les acteurs, en particulier dans le sud, c'est vrai, je pense plutôt au bassin Garonne en vous disant cela, à la fois certains brandissent des prévisions extrêmement catastrophistes sur l'évolution des volumes hydrologiques, et puis en même temps il y a un certain nombre d'acteurs qui au contraire laissent clairement dire qu'ils ne changeront pas leur pratique parce qu'il n'y a pas de raison de la changer. En tout cas, elle n'est pas démontrée. Donc ce débat, il a quand même lieu. Moi, je l'ai entendu d'acteurs institutionnels importants de la région. Donc en tout cas, il y a je crois pouvoir témoigner qu'il y a des signaux un peu contradictoires et parfois des hésitations sur l'analyse de la situation. Donc de ce point de vue-là, votre modélisation, enfin votre méta-modélisation, si j'ose dire, elle est utile et sans doute elle pourra contribuer à enrichir ce débat. Il faut qu'on avance un petit peu. Je vois Benoît qui me regarde. Oui, absolument. Donc le pôle de compétitivité, c'est bien ça? Est-ce que je suis dans le bon ordre? Parce que maintenant, je ne sais plus. Météo France ensuite. Je crois que Madame les études est encore là. Voilà. Vous prenez la parole? Bonjour. Alors, j'ai entendu de très loin, mais j'ai cru comprendre qu'on parlait du pôle de compétitivité. Donc, comme je pense qu'il n'y a que... Absolument. C'est pour nous, voilà. Très bien. Allez-y, on vous écoute, merci. Merci bien. Alors, moi, j'ai pas de présentation. Je vais essayer d'aller assez rapidement, vu le timing actuel. Tout d'abord, je veux vraiment vous remercier les entreprises. J'ai trouvé que c'était... alors, j'en connaissais déjà un certain nombre. Mais c'est très, très intéressant et effectivement, le fait que le pôle Aerospace Valley soit invité à une réunion sur ce sujet-là est vraiment quelque chose qui est important. Je vais vous le montrer. C'est vraiment un objectif pour nous de montrer tout l'intérêt pour nos entreprises d'aller vers ces nouveaux marchés et d'essayer de répondre à toutes ces problématiques qui sont en train d'apparaître avec les changements climatiques. Donc juste une petite introduction sur Aerospace Valley au sens général du terme. C'est un pôle de compétitivité donc, qui a été créé il y a une quinzaine d'années par les volontés gouvernementales. Nous sommes installés sur deux régions, les deux grandes régions du sud-ouest, donc Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, et sur les filières drones, systèmes embarqués, pour lequel la filière, en fait, ce territoire représente près de 25% des emplois au niveau européen. Donc c'est vraiment une très grosse zone d'influence, on va dire. On a plus de 800 membres à ce jour, plus de 500, bientôt 600 sont des PME. Et c'est vraiment l'objectif principal qui est d'aider les PME, donc les petites et les moyennes entreprises, avec un objectif au démarrage réellement de soutenir la création de projets innovants, donc d'animer la filière pour que des petites entreprises rencontrent des laboratoires, des grandes entreprises, créent des nouveaux projets. Ça s'est étendu ensuite au fait d'aider à la création d'entreprises, en fait, à soutenir également la création d'entreprises. Et puis surtout avec toujours un axe prioritaire qui est aider à trouver des financements pour ces entreprises. Donc au démarrage, c'était uniquement les financements publics, type FUI, etc. Et puis maintenant, ça s'est bien développé avec notamment tout un axe autour des financements européens qui peuvent exister.
Donc ça, c'est le pôle au niveau général. Maintenant, si on fait un petit focus sur la filière spatiale, de manière plus, un peu plus centrée, nous, on développe beaucoup de projets qui ont pour vocation donc d'aider les entreprises à tous les niveaux de leur vie, en fait, de leur développement. Donc que ce soit au niveau de l'idéation, donc là on travaille beaucoup avec les universités pour aider à faire connaître tout ce qui est autour du spatial. Et puis si j'ai des idées, faire des hackathons, aller sur justement voilà, toute cette partie un peu idéation, foisonnement. Et puis jusqu'au développement des entreprises, typiquement on a des projets qui vont soutenir l'export, l'internationalisation. Et puis après, on essaie de développer toutes les briques entre ces deux grandes, on va dire, entre ces deux extrêmes. C'est une filière qui est quand même très active, très dynamique. On a énormément de petites entreprises qui se développent, notamment sur tout ce qui est application spatiale. Et puis aussi un peu infrastructure également, avec vraiment des nouvelles technologies ou de l'utilisation de technologies existantes. Donc on a eu quelques exemples ce matin. Donc c'est vraiment quelque chose où il y a beaucoup de dynamisme là-dessus et c'est un peu à rebours de certaines images qu'on a sur le spatial très classique qu'on peut avoir. On se dit que tout la nouveauté du spatial c'est aux États-Unis. En fait non, il y a beaucoup de choses aussi qui se font en Europe et en France notamment. Donc je voudrais juste faire énormément de projets et d'actions. Je voudrais juste faire un petit zoom sur une action en particulier, qui est les ABIC Sud France, puisque ça a été le premier programme en fait de soutien aux entreprises qu'on a développé au niveau du pôle Aérospace Vallée. On ne le fait pas tout seul. C'est un incubateur de l'Agence spatiale européenne. Donc c'est l'Agence spatiale européenne qui nous mandate, on va dire, pour porter cet incubateur. On ne le fait pas tout seul, on le fait bien sûr avec le CNES qui finance et qui apporte son soutien en termes d'expertise, et puis aussi et surtout avec tout un tas d'incubateurs qui sont sur l'ensemble du territoire, ce qui nous permet de soutenir des entreprises aux différentes zones, en fait, quel que soit un peu leur positionnement sur les territoires du sud de la France. Donc c'est un programme qui commence à être un peu âgé, ça fait 7 ou 8 ans qu'il tourne, et donc typiquement sur les entreprises que vous avez invitées ce matin, il y en a 3 qui sont passées par ce dispositif. Et donc j'avoue que ça m'a fait très plaisir de les voir. Bah, bravo. Et en l'occurrence, c'est donc HDRI, Vortex, et donc Humain. Bravo. Voilà. Donc après, on développe en fait d'autres programmes, en particulier un autre également qui est plutôt sur Toulouse, qui s'appelle District et qui a aussi une vocation d'accélération et vraiment d'animation de la filière. C'est toujours pareil, c'est vraiment l'objectif d'accélérer et d'aider au développement de ces entreprises en gardant cet axe technologique qui est important, qui est un axe fort. Et puis cet axe réseau et animation de filière, en fait, les gens sont là aussi pour ouvrir un peu leur carnet d'adresses et faciliter les contacts et les liens pour qu'au final, en fait, d'aider au développement des entreprises. Ça fait maintenant... Bien, non, mais vous savez qu'on est très attaché au pôle de compétitivité et on les suit au ministère de façon active, même s'il y a eu des évolutions qui ont fait des débats. Peut-être, pardonnez-moi, mais je crois qu'il faut qu'on poursuive. Je voudrais juste faire un petit zoom sur, juste une minute sur les actions qu'on a, parce qu'en fait le thème c'est quand même climat-environnement, donc l'idée c'était quand même de dire que depuis à peu près 2 ans, on s'est mis en place, en fait, vraiment on travaille, on fait des actions avec notamment l'EIT Climate Kick, qui est un organisme européen qui travaille justement à aider au développement des entreprises sur le climat. On travaille également avec le SCO, donc, qui est porté par le CNES en France, donc le Space Climate Observatory. Et la région Nouvelle-Aquitaine est aussi une région qui est très active en termes de territoire d'expérimentation et qui souhaite développer tous ces, soutenir les entreprises sur ces développements. Donc c'est vraiment un axe de développement dans nos projets. On le met maintenant de manière à peu près systématique dans l'ensemble de nos projets et on souhaite soutenir les entreprises et les aider à aller vers ces domaines-là. Donc nous, on est très peut-être au-delà de ces quelques minutes de présentation, faire un point ensemble après pour justement vous faire un rendez-vous dédié pour peut-être vous montrer un peu ce qui est en cours un peu aussi dans les cartons pour la suite. Voilà. Je laisse la place à mes... Merci infiniment. Voilà, on doit aussi avoir un petit intervention de Météo France. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça.
Oui, allez-y, monsieur Alors, Philippot. et donc, comme je vois que le temps, en effet, est compté, peut-être que je vais passer rapidement sur la présentation en tant que telle des activités de Météo France pour me concentrer surtout sur les activités de l'incubateur. Donc, peut-être, Benoît, aller directement à cette partie-là de la présentation. Oui, merci. Je pense que si on peut rattraper un peu de temps, c'est Voilà. utile parce que je pense Voilà, que les uns et les autres doivent partir. Exactement. Donc, voilà, exactement. Donc, voilà. Donc, rappeler très rapidement donc, que l'incubateur est basé sur la météopole à Toulouse et qui participe pleinement au développement économique de la région, puisque une dizaine d'entreprises ont été accompagnées au sein de l'incubateur et emploient à l'heure actuelle un peu plus de 100 personnes. Il y a donc plusieurs participants à cette réunion qui sont incubés à Toulouse, avec HDRN aussi principalement à Station Web. Et l'incubateur de Météo France est bien évidemment partie prenante du réseau d'incubateurs GreenTech. Benoît, si tu peux passer à la prochaine slide. Et donc, voilà, pour peut-être cibler et préciser les choses, donc l'incubateur se donne plusieurs objectifs. D'une part, contribuer au développement de l'innovation, également favoriser l'utilisation et la réutilisation des données qui sont produites par Météo France, et également permettre un développement commercial. Le champ des startups qui intéressent au sein de l'incubateur est assez large, mais bien évidemment lié de près ou de loin à la météo, alors qu'il s'agisse des productions, des prévisions météo, mais également des systèmes d'observation. Et c'était très intéressant ce matin, notamment, d'avoir pas mal de témoignages de startups qui sont directement voilà, dans ce champ-là, qui sont des outils et des moyens d'observation locales, notamment pour obtenir davantage de précision. Voilà. Peut-être la slide suivante, voilà, merci. L'accompagnement qui est proposé au sein de l'incubateur, elle est alors tout d'abord assez classique, avec voilà, la mise à disposition de postes de travail, de mise en relation avec l'écosystème, d'appui sur un certain nombre de prestations d'accompagnement également commercial. Et un autre point que je voulais également mettre en avant, c'était l'expertise qui existe au sein de l'établissement. D'une part, les chercheurs, donc au sein du CNRM, le centre météo, qui est une unité mixte avec le CNRS, les ingénieurs et les techniciens également de la direction des systèmes d'observation, mais également des étudiants de l'école de la météo, avec lequel il est possible éventuellement de discuter, de mettre en place des stages ou également de faire travailler les élèves sur des études de cas assez concrètes proposées par les startups. Et l'autre volet important de cet accompagnement, qui est présenté sur la slide suivante, c'est la mise à disposition de données. Alors bien évidemment les données publiques de Météo France, également la possibilité de discuter dans un cadre voilà, à définir avec les startups qui seront incubées, également de travail sur les données commerciales. Et je voulais également profiter de mon intervention pour mettre en lumière des jeux de données thématiques également qui sont proposés par Météo France, notamment sur le climat avec le portail Drias, et plus récemment le jeu de données Météonet qu'on a mis en ligne et qui est un jeu de données qui vise spécialement à mettre des données météo sous un format compatible avec pour faire de l'IA dessus. Alors ça, c'est précisé un peu dans la slide suivante. Donc un jeu de données assez important qui couvre 3 années et comme vous le voyez également un champ géographique assez large. Et donc on encourage voilà, les data scientists à se plonger dans ce jeu de données pour en extraire la substance scientifique moelle et peut-être voilà, trouver des applications. Et je pense on pense chez Météo France que c'est un domaine qui a beaucoup d'avenir. Donc voilà, je voulais mettre en avant ce jeu de données et cette initiative qu'on avait lancée en début de cette année. Et voilà, j'ai terminé. N'hésitez pas à me contacter. J'ai mis mon contact en fin de présentation. Merci beaucoup. Merci Monsieur Philippot, c'était bref mais intense.
Et vraiment, je salue l'engagement de Météo France à travers son incubateur et sa volonté d'ouvrir des données et de permettre voilà, un enrichissement croisé et des approches innovantes. C'est extrêmement précieux et je pense que ça intéresse beaucoup de gens autour de la table. Est-ce qu'on a fait le tour? Il y avait encore un tout petit mot de... Peut-être un petit mot, oui, donc, du coup, nous, depuis l'année dernière, sur des thématiques axées à des contacts dans le monde public, on a eu l'accompagnement par la Green Tech verte, ce qui a été dit aussi par Mathieu. On a 2 personnes qui sont présentes maintenant au sein de l'incubateur à Toulouse, dans les bureaux, donc avec le confinement qui sont pas encore très souvent, enfin qui sont là plutôt 2 jours par semaine. Côté un peu plus relation avec des entreprises, un peu un guide aussi pour travailler avec les grands groupes. Donc on est rentré à l'intérieur du comité Richelieu et ils ont même proposé un poste d'administrateur sur l'année 2020. Et là, en fait, ça a été un certain nombre d'actions qui étaient vraiment à destination plutôt PME, mais une ouverture vers des startups. Et le comité, ce qu'il a pu apporter à HDRain en 2020, ça a été vraiment une façon de faire et de travailler pour être en capacité de construire des relations durables avec des grands groupes. Et ça, je pense que c'est aussi une chose qui est importante quand on monte la société, quand on arrive dans ce monde-là, d'avoir des gens qui ont plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années d'expérience, qui font partie de cette association, qui vont donner des conseils, et un organisme qui est là aussi pour donner des clés et des mises en relation avec des grands groupes. Voilà. Et particulièrement, en fait, pendant le Covid, il y a eu une action qui a été faite avec un groupe d'action qui a été mis en place, des réunions hebdomadaires où à chaque fois il y avait des intervenants, que ce soit dans le monde privé ou dans le monde public, qui sont venus. Donc on a eu le médiateur qui est venu, on a eu des gens de la BNP pour la mise en place des PGE. Et donc là, tous ces leviers d'action-là nous ont servi, nous, à aller vite au moment de la période qui était un petit peu compliquée pour prendre les bonnes décisions sur la préservation de l'activité et la continuité de l'activité de la société. Merci beaucoup. Je crois beaucoup à cette complémentarité effectivement avec les grands groupes qui sont aussi des relais essentiels. Nous, on est un peu plus éloignés, mais justement, c'est pour ça que c'est intéressant les différentes approches et elles sont plutôt cumulatives. Et l'essentiel, c'est que vos idées puissent se déployer. C'est le cas. Donc, bravo à vous. Bon courage pour la suite et autant que possible, on est là pour vous aider, que les points qui ont été soulevés fassent l'objet d'échanges complémentaires, notamment avec les équipes de la DGPR, y compris dans sa branche Chapi, avec Météo France. Bon, il y a un certain nombre de gens qui ont dû nous quitter au fur et à mesure, donc ils ne m'entendent pas conclure, mais vous reprenez contact avec eux pour clarifier, améliorer la communication et puis aussi faire changer les règles et les visions, parce que l'échange, il est dans les 2 sens. Merci beaucoup, bonne continuation. Merci à vous. À bientôt. À très bientôt. Bonne journée. Merci, au revoir.